La genèse de la Macédoine. L'histoire de la Macédoine remonte aux premiers temps de l'Antiquité, nichée au nord de la Grèce. Ses origines sont entourées de mythes et de légendes, mais c'était un royaume réel et prospère qui allait devenir l'une des puissances les plus influentes du monde antique. Le territoire lui-même, délimité géographiquement par des montagnes escarpées à l'ouest et de vastes plaines à l'est, a joué un rôle clé dans le façonnement du caractère de son peuple. Le peuple macédonien était réputé pour sa résilience et sa capacité d'adaptation, des qualités qui lui ont permis de s'imposer face à de nombreux défis. L'histoire ancienne de la Macédoine est entourée de mystères, les premiers souverains connus du royaume étant la famille royale des Théménides. Le nom Macédoine lui-même proviendrait du grec ancien, macédonien qui signifie grand ou haut, probablement en référence aux paysages montagneux de la région. Ces premiers rois n'étaient pas les grands conquérants qui allaient venir, mais plutôt les dirigeants d'un État relativement petit et obscur. Le premier monarque notable de Macédoine fut le roi Caranus, qui aurait fondé la dynastie au 8e siècle avant J.C. Le règne de Caranus, bien qu'imprégné de légendes, marqua le début de l'ascension de la Macédoine comme entité politique importante dans la région. Au cours des siècles qui suivirent, la Macédoine fut souvent prise au piège des conflits entre puissances voisines, notamment les Grecs au sud et les Thraces au nord. Malgré ces pressions extérieures, le royaume parvint à préserver son indépendance et à étendre progressivement son influence. Le premier tournant majeur de l'histoire macédonienne survint sous le règne du roi Amintas Ier, au XVIe siècle av. J.C. Son leadership contribua à stabiliser le royaume et à poser les bases de son expansion future. C'est sous sa domination que la Macédoine commença à se renforcer, s'imposant comme une puissance incontournable dans le monde grec antique. La véritable transformation de la Macédoine en un grand empire commença sous le règne du roi Philippe II, qui monta sur le trône en 359 av. J.C. Philippe était un fin stratège militaire, et sous sa direction, le royaume connut une transformation radicale. Ses innovations tactiques militaires, notamment le développement de la phalange, une formation d'infanterie permettant une plus grande flexibilité et une meilleure coordination, révolutionnèrent la guerre macédonienne. Philippe mena également une politique diplomatique, forgeant des alliances et consolidant son pouvoir par la guerre et la négociation. Grâce à ses efforts, il unifia les différentes cités, États grecs sous la direction macédonienne, établissant ainsi un royaume puissant et uni. L'ambition de Philippe ne se limitait pas à consolider son pouvoir en Grèce. Il cherchait à étendre l'influence de la Macédoine au-delà du monde grec, jetant son dévolu sur la Perse, le plus grand empire de l'époque. Cependant, ses rêves d'expansion furent anéantis par son assassinat en 336 av. G.C. Sa mort marqua le début d'une période majeure de l'histoire macédonienne, avec l'accession au trône de son fils, Alexandre le Grand. Les conquêtes d'Alexandre allaient propulser la Macédoine vers des sommets sans précédent, mais le fondement de cette grandeur résidait dans les efforts de Philippe II dont le règne transforma le royaume, petit État relativement insignifiant, en une puissance dominante dans le monde antique. Ainsi, la jeunesse de la Macédoine n'est pas seulement une histoire de conquête, mais aussi de croissance, de résilience et de vision stratégique. Depuis ses humbles débuts, elle allait façonner l'avenir de la Méditerranée et au-delà, jetant les bases de l'un des plus grands empires de l'histoire. L'unification par la guerre. L'unification de la Macédoine par la guerre fut un moment décisif de son histoire, transformant un ensemble de tribus et de petits royaumes en une force singulière et puissante. Si le royaume de Macédoine avait déjà commencé à prendre forme sous les premiers souverains, c'est par la conquête militaire qu'il commença véritablement à consolider son pouvoir et à affirmer sa domination sur le monde grec. Le processus d'unification ne fut ni simple ni rapide. Il impliqua une série de batailles décisives, des alliances stratégiques et le leadership habile des rois macédoniens. Les campagnes militaires qui ont conduit à l'unification de la Macédoine ont été un mélange de consolidation interne et d'expansion externe. Initialement, les différentes tribus macédoniennes étaient divisées et souvent engagées dans des conflits internes. Chaque tribu avait son propre chef et ses propres intérêts, ce qui empêchait le royaume de s'unifier pleinement sous une bannière unique. Cependant, l'émergence d'un leadership fort, notamment sous le règne d'Amentas Ier au Xe siècle av. J.C. a commencé à changer la donne.
Son règne a contribué à stabiliser la région, et ses efforts pour unifier les tribus ont jeté les bases des futures campagnes militaires. À mesure que la Macédoine s'étendait, sa position stratégique dans les Balkans en fit une cible pour les puissances environnantes. Le royaume fut alors contraint à une série d'engagements militaires pour sécuriser ses frontières et étendre son influence. Ses premières guerres étaient essentiellement défensives, la Macédoine cherchant à se protéger des cités, États grecs voisines et des menaces extérieures, comme les Thraces au nord. Cependant, à mesure que le royaume gagnait en puissance, ses dirigeants adoptèrent des tactiques plus agressives pour étendre leur territoire. Le véritable tournant dans l'unification de la Macédoine eut lieu sous le règne du roi Philippe II, qui monta sur le trône en 359 av. J.C. Philippe II était un brillant stratège militaire et, sous sa direction, la Macédoine commença à s'imposer comme une force dominante dans le monde grec. Son approche de la guerre était révolutionnaire et c'est sous son règne que l'armée macédonienne connut d'importantes réformes. Philippe réorganisa l'armée macédonienne en y intégrant de nouvelles tactiques et technologies, comme l'utilisation de la longue lance, la sarisse, qui conférait à ses troupes un avantage considérable au combat. Son utilisation de la formation en phalange, combinée au soutien de la cavalerie, se révéla une force redoutable, lui permettant de vaincre des armées plus nombreuses et mieux établies. Les campagnes militaires de Philippe étaient à la fois stratégiques et calculées. Il chercha d'abord à sécuriser les frontières de la Macédoine, s'assurant qu'aucune menace extérieure ne puisse ébranler son règne. Une fois son royaume sécurisé, Philippe se tourna vers les cités, États grecs du Sud. Combinant guerre et diplomatie, il plaça progressivement ces cités, États sous contrôle macédonien. Sa conquête de cités clés comme Thèbes et Athènes fut réalisée non seulement par la puissance militaire, mais aussi par une série d'alliances stratégiques et de manœuvres politiques. L'étape finale de l'unification de la Macédoine eut lieu avec la bataille de Chéronée en 338 av. J.C. Cette bataille décisive, livrée contre une coalition de cités États grecs, consolida le contrôle de la Macédoine sur la Grèce. L'armée de Philippe II, bien que surpassée en nombre, remporta une victoire décisive sur les forces grecques, conduisant à l'unification complète de la région sous domination macédonienne. Cette victoire marqua la fin de l'indépendance grecque et le début de l'hégémonie de la Macédoine sur le monde grec. L'unification de la Macédoine par la guerre ne fut pas seulement le fruit de batailles gagnées, elle fut le fruit d'une planification minutieuse, d'innovation stratégique et d'une capacité d'adaptation à des circonstances en constante évolution. À la mort de Philippe en 336 av. J.C., la Macédoine n'était pas seulement un royaume unifié, elle était devenue une puissance montante dans le monde méditerranéen, prête à de nouvelles conquêtes. Cette période d'unification prépara les extraordinaires exploits de son fils, Alexandre le Grand, dont les campagnes militaires allaient changer à jamais le cours de l'histoire. L'essor de la cavalerie de Compagnon fut l'un des événements les plus marquants de l'histoire militaire de la Macédoine, jouant un rôle crucial dans l'expansion et le succès du royaume. La cavalerie de Compagnon, également connue sous le nom de Hétaïr, devint l'unité d'élite de l'armée macédonienne, servant souvent de garde du corps personnel du roi et de force décisive au combat. Leur ascension est étroitement liée aux réformes militaires du roi Philippe II et au génie tactique de son fils, Alexandre le Grand. Les origines de la cavalerie de Compagnon remontent au règne du roi Philippe II, qui reconnut l'importance de la cavalerie dans la guerre moderne. Avant son règne, la cavalerie de nombreuses armées antiques était souvent considérée comme secondaire par rapport à l'infanterie. Cependant, Philippe comprit que la mobilité et la rapidité étaient essentielles au succès sur le champ de bataille. Il réorganisa et développa la cavalerie macédonienne, créant ainsi une unité à la fois hautement qualifiée et très mobile. Hétaerzile s'était choisi parmi la noblesse, pour leur bravoure, leur loyauté et leur habileté à monter à cheval et à combattre. Ces hommes étaient plus que de simples soldats. Ils étaient les compagnons de confiance du roi, combattant souvent à ses côtés au combat. La cavalerie de Compagnon était une force hautement spécialisée,
équipés d'armures plus légères et de chevaux plus petits et plus maniables que la cavalerie lourdement blindée des autres armées. Leur arme principale était la lance, qu'ils utilisaient pour charger l'ennemi avec rapidité et précision. La capacité de la cavalerie à charger avec une force dévastatrice constituait un avantage tactique considérable, surtout en association avec la phalange macédonienne. La phalange, composée d'infanterie armée de longues lances, engageait l'ennemi et formait une ligne solide, tandis que la cavalerie de compagnons encerclait et frappait les flancs ou l'arrière de l'ennemi, exploitant les faiblesses de la formation. Sous le règne de Philippe II, la cavalerie de compagnons devint une unité hautement disciplinée et soudée, chaque cavalier étant tenu de respecter des codes militaires stricts et d'opérer au sein d'une force plus vaste et coordonnée. Les réformes militaires de Philippe incluaient la professionnalisation de la cavalerie, garantissant qu'elle soit non seulement compétente au combat, mais aussi entraînée à travailler en formation. Cette discipline et cette coordination se révéleront essentielles lors des campagnes ultérieures, car elles permettront à la cavalerie d'agir avec détermination et efficacité au combat. Le véritable potentiel de la cavalerie de compagnie s'est pleinement développé sous la direction d'Alexandre le Grand. Lorsqu'Alexandre accéda au trône en 336 av. G.C., il propulsa la cavalerie vers de nouveaux sommets d'excellence. Alexandre lui-même était souvent à la tête de la cavalerie de compagnie, menant des charges qui percèrent les lignes ennemies et renversèrent le cours de la bataille en sa faveur. L'un des exemples les plus célèbres de l'efficacité de la cavalerie eut lieu lors de la bataille de Gaugamel en 330 et 1 av. J.C., où la cavalerie de compagnie, sous le commandement d'Alexandre, perça les lignes perses et mena à la défaite décisive du roi Darius III. Le succès de la cavalerie de compagnons ne résidait pas seulement dans son efficacité militaire, mais aussi dans son symbolisme. La cavalerie devint un symbole de la puissance macédonienne et de l'autorité royale, chaque cavalier servant de confident proche au roi. Leur loyauté et leur prouesse au combat en firent un élément indispensable de la machine militaire macédonienne, et leur succès sur le champ de bataille contribuèrent directement à l'expansion rapide de l'Empire macédonien. En conclusion, l'essor de la cavalerie de compagnons marqua un tournant dans l'histoire militaire macédonienne. Grâce à la vision du roi Philippe II et au leadership d'Alexandre le Grand, la cavalerie devint une force d'élite essentielle au succès militaire de la Macédoine. Sa capacité à frapper rapidement et avec détermination en fit un élément clé des nombreuses victoires du royaume et contribua à asseoir la domination de la Macédoine dans le monde antique. L'essor de la cavalerie de compagnons témoigna non seulement de l'évolution des tactiques militaires, mais aussi de l'importance de la loyauté, de la discipline et du commandement pour atteindre la grandeur. L'histoire de la cavalerie de compagnons ne s'arrête pas à sa création ni à ses premières victoires. En réalité, cette unité d'élite continua de jouer un rôle très important tout au long des campagnes militaires menées par Alexandre le Grand. Les compagnons étaient bien plus que des soldats à cheval. Ils formaient un groupe très proche du roi, presque comme une famille choisie, et ils étaient liés à lui par une forte confiance et un respect mutuel. Alexandre leur parlait souvent en personne, leur donnait des ordres directs et partageait avec eux les moments les plus difficiles de la guerre. Il les considérait comme ses amis et ses frères d'armes. C'est pourquoi la cavalerie de compagnons ne servait pas seulement à combattre. Elle servait aussi à renforcer le pouvoir du roi, à inspirer les autres soldats et à montrer l'unité du commandement macédonien. Les compagnons étaient très bien entraînés. Ils ne combattaient pas de façon désorganisée comme d'autres cavaliers dans le passé. Ils suivaient des formations strictes, apprenaient à se déplacer rapidement en groupe, à répondre aux ordres immédiatement et à attaquer en suivant un plan précis. Chaque mouvement était calculé. Ils savaient quand charger, quand reculer et comment se coordonner avec l'infanterie. Cela rendait la cavalerie de compagnons très efficace et très difficile à arrêter. Leurs chevaux étaient entraînés eux aussi, rapides et obéissants, ce qui permettait aux cavaliers de garder le contrôle même dans le chaos des batailles. Cette organisation faisait toute la différence contre des armées ennemies moins disciplinées. Au fil des campagnes d'Alexandre, les compagnons participèrent à toutes les grandes batailles, que ce soit en Asie mineure, en Égypte, en Perse ou jusqu'en Inde, ils étaient toujours là, au premier rang.
Parfois, ils devaient traverser des rivières, des montagnes ou des déserts avant même de combattre. Leur endurance et leur détermination étaient remarquables. Alexandre leur demandait souvent beaucoup. Mais en retour, il les récompensait. Il leur donnait des richesses prises à l'ennemi, des titres et parfois même des terres dans les régions conquises. Certains compagnons furent nommés gouverneurs ou chefs militaires après les victoires. Cela montrait que la cavalerie n'était pas seulement une force militaire, mais aussi un moyen pour les nobles macédoniens de faire carrière et de gagner en pouvoir. Une autre chose qui rendait la cavalerie de compagnon spéciale, c'était le lien émotionnel entre le roi et ses cavaliers. Alexandre partageait les risques. Il portait souvent les mêmes habits que ses soldats, dormait comme eux, mangeait la même nourriture et se battait à leur côté. Il était souvent blessé en bataille, mais cela ne l'empêchait pas de continuer à mener ses hommes. Cela renforçait le respect qu'ils avaient pour lui. Beaucoup de compagnons étaient prêts à donner leur vie pour Alexandre, car ils sentaient qu'il faisait la même chose pour eux. Ce genre de lien est rare dans l'histoire militaire et explique en partie pourquoi la cavalerie était si motivée et si fidèle. Mais la cavalerie de compagnons ne servait pas qu'à la guerre. Elle accompagnait aussi le roi lors de cérémonies, de voyages officiels et de rencontres diplomatiques. Il représentait la force et l'honneur de la Macédoine. Chaque fois qu'Alexandre entrait dans une ville avec sa cavalerie à ses côtés, c'était un message de puissance et de contrôle. Ils n'étaient pas seulement des guerriers, mais aussi des symboles vivants de l'autorité royale. Quand Alexandre commença à conquérir de plus en plus de territoires, il intégra aussi des cavaliers venus d'autres peuples dans ses armées. Il les entraîna selon les méthodes macédoniennes, mais les compagnons restèrent toujours au centre du dispositif. Ils étaient les plus fiables, les plus expérimentés et les plus proches du roi. Même dans les dernières batailles, quand l'Empire était immense et difficile à gérer, Alexandre pouvait toujours compter sur sa cavalerie de compagnons pour appliquer ses ordres et briser la résistance ennemie. C'est grâce à eux que certaines batailles, qui semblaient perdues, furent finalement gagnées. Après la mort d'Alexandre en 323 Av, J.C. l'Empire fut divisé entre ses généraux, appelés les diadoques. La cavalerie de compagnons perdit alors son unité d'origine. Certains restèrent fidèles à la mémoire d'Alexandre, d'autres se rallièrent à différents chefs. L'unité telle qu'elle avait existé sous Philippe II et Alexandre le Grand cessa d'exister peu à peu, mais son héritage resta très fort. Les techniques de combat, l'organisation militaire et la relation entre rois et soldats inspirèrent d'autres royaumes pendant des siècles. L'idée d'une cavalerie d'élite proche du souverain fut reprise dans de nombreux empires plus tard. La cavalerie de compagnons avait prouvé que la guerre pouvait être gagnée non seulement par la force brute, mais aussi par l'intelligence, la discipline et l'unité. Elle montrait aussi que la loyauté entre le roi et ses hommes était plus forte que la peur ou l'intérêt personnel. Cette unité d'élite, née grâce à la vision de Philippe II et perfectionnée par Alexandre le Grand, permit à la Macédoine de dominer une grande partie du monde connu à cette époque. Leur exemple est resté dans les mémoires comme un modèle de bravoure, d'organisation et de stratégie. En résumé, la cavalerie de compagnons n'était pas seulement une force de combat. Elle représentait le cœur même de l'armée macédonienne, un groupe d'hommes fidèles, courageux et prêts à tout pour leur roi. Ils ont changé la manière de faire la guerre dans l'Antiquité. Leur rapidité, leur coordination avec la phalange, leur capacité à frapper au bon moment et leur loyauté ont fait d'eux une unité légendaire. Leur histoire est celle d'un groupe uni, construit sur la confiance, l'honneur et l'excellence. Et elle continue d'inspirer encore aujourd'hui tous ceux qui s'intéressent à l'art de la guerre et au leadership. La diplomatie et les guerres médiques. Les guerres médiques furent un moment décisif dans l'histoire du monde antique, et la diplomatie joua un rôle majeur dans le cours de ces conflits. Les tensions entre la Macédoine et la Perse, notamment sous le règne d'Alexandre le Grand, ne furent pas uniquement déterminées par la puissance militaire. Si les prouesses de l'armée macédonienne sur le champ de bataille étaient indéniables, les manœuvres diplomatiques étaient souvent aussi importantes que la puissance militaire. Sa capacité à former des alliances, à négocier des conditions et à gérer les relations politiques permit à la Macédoine de consolider sa position et de promouvoir ses intérêts dans la lutte contre l'Empire perse. L'Empire perse, sous le règne du roi Darius III,
était l'un des plus vastes et des plus puissants empires de l'histoire, s'étendant sur de vastes territoires allant de l'Inde à l'Égypte. Alexandre jeta son dévolu sur l'Empire perse, sachant qu'une combinaison de conquêtes militaires et de stratégies diplomatiques serait nécessaire pour en assurer le succès. L'Empire perse, bien que vaste, n'était pas invincible. Sa taille rendait difficile une gouvernance efficace et les conflits internes constituaient une opportunité à exploiter pour la Macédoine. La stratégie de division des forces perses, tant par l'action militaire que par la diplomatie, était essentielle à l'approche de la Macédoine. L'un des aspects les plus importants de la diplomatie macédonienne durant les guerres médiques fut l'approche d'Alexandre envers les cités, États grecs. Bien que de nombreux États grecs aient été unifiés sous la direction macédonienne après la bataille de Chéronée en 338 av. J.C., tous ne lui étaient pas pleinement fidèles. Alexandre devait entretenir des relations diplomatiques avec ces États afin de s'assurer de leur soutien continu dans ses campagnes. Il comprenait que l'unité grecque était essentielle au succès de sa guerre contre la Perse. Alexandre recourut à la diplomatie pour s'assurer la coopération de plusieurs cités, États, tout en les assurant que son intention était de les libérer de la domination perse plutôt que de les soumettre. Une initiative diplomatique majeure fut l'offre de paix d'Alexandre à l'Empire perse avant le lancement de sa campagne militaire. En envoyant des émissaires à Darius III, Alexandre proposa des conditions incluant la restitution de territoires et la cessation des hostilités. Cependant, le roi perse rejeta ces conditions, ce qui permit à Alexandre de justifier l'action militaire. Ce rejet des négociations de paix lui donna un argument moral et politique solide pour la guerre, ralliant ses troupes et ses partisans à sa cause. Outre ses relations avec les États grecs et la Perse, la diplomatie d'Alexandre s'étendit aux régions qu'il conquit. Après avoir vaincu les forces perses lors de batailles comme celles du Granique, d'Issô et de Gaugamel, Alexandre employa une stratégie consistant à intégrer les dirigeants et les élites locales à son administration. Plutôt que de se contenter d'imposer la domination macédonienne, Alexandre chercha souvent à intégrer les dirigeants locaux à la gouvernance des régions nouvellement conquises. Cette approche contribua non seulement à stabiliser son empire, mais réduisit également le risque de rébellion, car de nombreux peuples conquis bénéficièrent d'une certaine autonomie et d'un certain respect. Les talents diplomatiques d'Alexandre se manifestaient également dans sa gestion des satrapes perses ou gouverneurs régionaux, qui contrôlaient des régions clés de l'Empire perse. Après ses victoires, Alexandre leur offrait souvent des postes de pouvoir au sein de son nouvel empire, s'assurant ainsi leur loyauté et leur coopération. Il lui arrivait d'épouser des membres de familles royales locales, consolidant ainsi ses alliances et établissant un solide réseau politique. Si le génie militaire d'Alexandre est souvent au cœur de son héritage, son sens diplomatique fut tout aussi crucial pour son succès. Sa capacité à gérer les relations avec ses alliés comme avec ses ennemis lui permit de mener à bien ses campagnes contre la Perse et de bâtir un empire qui s'étendait sur une grande partie du monde connu. La diplomatie, aux côtés de la conquête militaire, fut la pierre angulaire de la stratégie d'Alexandre lors des guerres médiques, lui permettant de briser la puissance de la Perse et d'ouvrir la voie à la création de l'un des plus grands empires de l'histoire. En conclusion, les guerres médiques furent façonnées non seulement par des victoires sur le champ de bataille, mais aussi par une série de stratégies diplomatiques. L'aptitude d'Alexandre à négocier, à former des alliances et à manipuler le paysage politique permit à la Macédoine de dominer les vastes ressources et l'influence de l'Empire perse. Son habileté diplomatique, combinée à son leadership militaire, conduisit finalement à la chute de la Perse et à l'ascension de la Macédoine comme puissance dominante dans le monde antique. Après la défaite de l'Empire perse, Alexandre ne se contenta pas de célébrer la victoire. Il comprit que contrôler un territoire aussi vaste ne pouvait pas se faire uniquement par la force. Pour garder la paix et la stabilité, il devait gagner le soutien des peuples conquis. C'est pourquoi il continua à utiliser la diplomatie même après la fin des grandes batailles. Il montra du respect envers les traditions locales et permit à beaucoup de régions de garder leurs lois et leurs dirigeants, à condition qu'ils lui soient fidèles. Il voulait que les gens le voient non comme un envahisseur, mais comme un nouveau roi juste. Cette méthode l'aida à éviter de nombreuses révoltes
car les habitants ne se sentaient pas totalement dominés ou écrasés. Alexandre encouragea aussi les mariages entre les Macédoniens et les peuples conquis. Il pensait que cela créerait des liens plus forts entre les cultures. Lui-même épousa plusieurs femmes de famille royale orientale. Ces unions n'étaient pas seulement personnelles, elles avaient une grande valeur politique. Elles montraient au peuple de l'Empire que leur culture et leurs dirigeants étaient respectés. Cela renforçait la confiance et rendait le pouvoir d'Alexandre plus accepté dans les nouvelles régions de son empire. Par cette stratégie, il construisait un empire mixte, où Grecs, Macédoniens et Orientaux vivaient sous une seule autorité, mais sans perdre complètement leur identité. Un autre aspect important de sa diplomatie fut son attention portée aux chefs militaires et politiques locaux. Au lieu de les punir ou de les chasser, Alexandre leur donnait souvent une place dans son gouvernement. Il savait que ces chefs connaissaient bien leur région et qu'ils pouvaient aider à maintenir l'ordre. De cette façon, il transformait d'anciens ennemis en alliés. Ce choix évitait le chaos et gardait les routes commerciales ouvertes, ce qui rendait son empire plus prospère. Il ne voulait pas gouverner par la peur, mais par l'ordre et la coopération. Dans les villes conquises, Alexandre fondait souvent de nouvelles cités qu'il appelait Alexandrie. Ces villes n'étaient pas seulement militaires. Elles servaient aussi de centres de culture, de commerce et d'administration. Il y installait des colons grecs et macédoniens, mais permettait aussi aux populations locales de s'y établir. Cela favorisait le mélange des peuples et aidait à diffuser la langue et les coutumes grecques dans tout l'Empire. C'était une manière de relier toutes les régions entre elles et de créer une sorte d'unité dans la diversité. En formant un réseau de villes bien organisé, Alexandre posait les bases d'un empire durable. Alexandre utilisait aussi les messages et les symboles pour renforcer son image. Il faisait envoyer des lettres aux dirigeants des régions lointaines, leur expliquant ses intentions et ses décisions. Il se présentait comme un roi bienveillant, guidé par les dieux et désireux de justice. Cela lui donnait une image positive, même chez ceux qui ne l'avaient jamais vu. Il comprenait l'importance des idées et de la communication dans la gestion d'un empire aussi vaste. En résumé, après avoir utilisé la guerre pour ouvrir la voie, Alexandre utilisa la diplomatie pour construire un empire stable. Il comprenait que les armes ne suffisaient pas. Il fallait aussi des mots, des alliances, du respect et de l'intelligence pour durer dans le temps. Sa manière d'agir avec les peuples conquis, ses décisions politiques et ses efforts pour mélanger les cultures montrent qu'il n'était pas seulement un conquérant, mais aussi un homme d'État réfléchi. Grâce à cela, il put garder la paix dans un empire immense et divers, ce qui fut un exploit remarquable dans l'histoire du monde antique. L'essor de la dynastie Argeade. La dynastie des Argéades a joué un rôle crucial dans l'histoire de la Macédoine et du monde antique. Cette famille royale, dont la lignée remonte au légendaire fondateur Caranus, est surtout connue pour avoir donné naissance à l'un des plus grands conquérants de l'histoire, Alexandre le Grand. L'ascension de la dynastie des Argéades ne fut cependant ni immédiate ni facile. Ce fut un processus progressif, marqué par des luttes, des alliances stratégiques et, parfois, des effusions de sang. L'ascension de la famille au pouvoir fut le fruit d'une combinaison de prouesses militaires, de manœuvres politiques et de sa capacité à unir les tribus macédoniennes sous une même bannière. Les origines de la dynastie des Argéades remontent au 8e siècle avant J.C., époque à laquelle Caranus aurait fondé la dynastie, devenant ainsi le premier roi de Macédoine. Les premières années de la dynastie furent marquées par une relative obscurité, et les rois de cette période se concentrèrent souvent sur la consolidation de leur pouvoir dans la petite région montagneuse de Macédoine. Les premiers rois, comme Perdicacier, posèrent les bases de la grandeur future du royaume en unifiant diverses tribus macédoniennes, bien que la Macédoine restât une puissance relativement petite et locale pendant plusieurs siècles. L'essor régional de la Macédoine commença véritablement avec le roi Amintas Ier, qui contribua à stabiliser le royaume et à préparer le terrain pour son expansion future. Sous son règne, au Xe siècle avant J.C., la Macédoine commença à s'imposer comme une puissance régionale importante, mais elle était encore éclipsée par de puissants voisins comme les Cités, États grecs du sud et la puissance croissante de l'Empire perse. Ce n'est que sous le règne de son fils, le roi Philippe II, au IVe siècle avant J.C., que la dynastie des Argéades prit véritablement son essor.
Le règne de Philippe II marqua le début de la transformation du royaume macédonien, passant d'un petit État fragmenté à une puissance dominante dans le monde antique. Les réformes militaires de Philippe, notamment le développement de la formation des phalanges et la professionnalisation de l'armée, permirent à la Macédoine d'étendre son territoire et son influence. Sous sa direction, la Macédoine unifia les cités, État grec par un mélange de conquêtes militaires et de diplomatie. Les alliances stratégiques de Philippe et la création d'un État fort et centralisé préparèrent le terrain pour que son fils, Alexandre, accomplisse des conquêtes encore plus grandioses. L'ascension de la dynastie des Argéades atteignit son apogée avec l'accession au trône d'Alexandre le Grand en 336 av. J.C. après l'assassinat de son père. Son leadership transforma la trajectoire de la Macédoine et du monde. Fort de son génie militaire inégalé, Alexandre se lança à la conquête de l'Empire perse, étendant finalement ses frontières de la Grèce à l'Égypte, à la Perse et à l'Inde. Ces conquêtes remodelèrent le paysage politique et culturel du monde antique, faisant de la Macédoine l'empire le plus puissant de son époque. Malgré la fragmentation de la dynastie après la mort d'Alexandre, l'influence de la famille argéade demeura profonde. Les innovations politiques et militaires mises en œuvre par les rois argéades, notamment Philippe II et Alexandre le Grand, eurent un impact durable sur le monde antique. La période hellénistique, qui suivit la mort d'Alexandre, vit la diffusion de la culture grecque dans une grande partie du monde connu, les souverains macédoniens fondant de nouvelles cités et maintenant leur influence sur de vastes territoires. L'héritage de la dynastie argéade, bien que son règne s'achève avec les guerres des Diadoques, perdura à travers les empires nés des conquêtes d'Alexandre. En conclusion, l'ascension de la dynastie des Argéades fut un parcours de développement stratégique, militaire et politique, qui transforma la Macédoine en l'un des empires les plus puissants et influents du monde antique. Grâce aux efforts de ses rois, en particulier Philippe II et Alexandre le Grand, la dynastie des Argéades a non seulement unifié la Macédoine, mais a également laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du monde. L'ascension de la famille au pouvoir, bien que marquée par des défis, a culminé avec la création d'un vaste empire qui a remodelé le monde antique. La vision de Philippe II de Macédoine n'était pas seulement un roi conquérant de territoire. C'était un visionnaire dont les idées et les ambitions ont façonné le cours de l'histoire. Son règne marqua le début de l'ascension de la Macédoine, et sa vision dépassait largement l'expansion de son royaume. Philippe comprit que la puissance militaire seule ne suffirait pas à assurer son héritage. C'est sa vision d'un monde grec unifié, lié par des alliances et un leadership souverain, qui prépara l'avenir de la Méditerranée antique. Ses réalisations, tant politiques que militaires, furent intimement liées à cette vision, qui jeta les bases du succès de son fils, Alexandre le Grand. L'un des principaux objectifs de Philippe était l'unification des cités, États grecs, divisés par des siècles de rivalité et de guerre. Jeune homme, il comprit que la fragmentation de la Grèce la rendait vulnérable aux menaces extérieures, notamment à la puissance croissante de l'Empire perse à l'Est. Philippe comprit que seule l'unité pouvait permettre au monde grec de se défendre contre un ennemi aussi redoutable. Cependant, sa vision de l'unification ne se limitait pas à la conquête par la force. Il utilisa à la fois la diplomatie et la puissance militaire pour atteindre son objectif, offrant paix et alliance à ceux qui acceptaient son leadership, tout en démontrant sa puissance à ceux qui résistaient. Les réformes militaires de Philippe étaient au cœur de sa vision. Avant son règne, la Macédoine était un petit royaume, souvent méconnu, aux confins du monde grec. Philippe transforma son armée en l'une des forces militaires les plus puissantes du monde antique. Il réorganisa l'armée macédonienne en introduisant la phalange formation macédonienne, une ligne d'infanterie armée de longues lances, ou saris, qui permettait à ses soldats d'engager l'ennemi à plus grande distance. Cette innovation donna aux forces macédoniennes un avantage significatif sur les armées hoplites grecques, plus petites et moins polyvalentes. En améliorant l'équipement, l'organisation et l'entraînement de son armée, Philippe créa une force capable à la fois d'une expansion rapide et de la défense de son empire en pleine expansion. La vision de Philippe dépassait la conquête militaire pour inclure un idéal plus politique et culturel. Il cherchait à unir les États grecs non seulement sous sa bannière militaire, mais aussi autour d'une cause commune,
La création de la Ligue de Corinthe en 337 av. J.C. en témoigne. Cette ligue était une alliance politique et militaire de cités, États grecs, établie pour assurer la paix entre elles et assurer une défense collective contre la Perse. Si la direction de la Ligue par Philippe constituait un exercice de domination, elle témoignait également de sa capacité à fédérer des forces disparates autour d'un objectif plus ambitieux. La Ligue de Corinthe posa les bases de ce qui allait devenir un front grec uni sous la direction des Macédoniens, les positionnant pour lancer une campagne contre l'Empire perse. L'ambition de Philippe ne se limitait pas à l'unification de la Grèce. Sa vision incluait également la conquête de la Perse, alors l'empire le plus puissant du monde. Il croyait que conquérir la Perse non seulement étendrait le territoire macédonien, mais accomplirait également une mission personnelle et culturelle pour le monde grec. Les Perses étaient considérés par de nombreux Grecs comme leurs anciens adversaires, et les vaincre apporterait un grand prestige à la Macédoine. Philippe comprenait que pour atteindre cet objectif, il faudrait plus que la simple puissance militaire. Il faudrait la force d'un monde grec unifié, et cette idée constitua l'épine dorsale de sa stratégie. Il posa les bases de cette ambitieuse campagne en renforçant sa position en Grèce et en s'assurant le soutien des États grecs. Outre ses objectifs militaires et politiques, Philippe nourrissait également la vision d'une culture hellénistique unifiée, susceptible de se propager dans les territoires conquis. Cette vision ne se limitait pas à la domination militaire, mais visait également à fusionner la culture grecque avec les traditions des peuples conquis. L'idée de Philippe hellénisation de son fils Alexandre allait pleinement concrétiser ce projet, qui le perpétua dans ses propres campagnes. En promouvant la culture, la langue et la philosophie grecque, Philippe cherchait à créer un héritage durable qui influencerait les régions qu'il conquiert pour les générations à venir. Malgré sa mort en 336 av. J.C., la vision de Philippe perdura. Ses projets d'unification de la Grèce, d'expansion militaire et de conquête de la Perse furent menés à bien par son fils, Alexandre le Grand, qui les mena à bien au-delà des espérances de son père. L'héritage de Philippe ne résidait pas seulement dans l'empire qu'il bâtit, mais aussi dans les idées qu'il mit en œuvre. Sa vision d'une Grèce unie et d'un monde hellénistique plus vaste allait façonner le cours de l'histoire pendant des siècles. En conclusion, la vision de Philippe II était à la fois pragmatique et ambitieuse. Il cherchait à unifier les cités, États grecs, à créer une puissante armée macédonienne et à jeter les bases d'une grande campagne contre la Perse. Mais sa vision dépassait la simple conquête. Elle visait également la création d'une identité grecque unifiée et la diffusion de la culture hellénistique. Par son leadership, ses réformes et son talent diplomatique, Philippe II prépara le terrain pour l'expansion de la Macédoine et l'ascension de son fils Alexandre, dont les conquêtes allaient changer le cours de l'histoire à jamais. La vision de Philippe, bien qu'inachevée de son vivant, devint le fondement sur lequel l'empire macédonien allait croître et prospérer. La transformation de l'armée macédonienne sous le règne de Philippe II fut l'une des évolutions militaires les plus marquantes de l'histoire antique. Avant son règne, l'armée macédonienne était largement désorganisée, les guerriers combattant selon des méthodes traditionnelles et peu innovantes. Les réformes de Philippe, cependant, transformèrent cette force autrefois fragmentée en l'une des armées les plus redoutables et disciplinées du monde antique. Sa vision d'une force de combat hautement efficace et professionnelle fut essentielle à l'ascension de la Macédoine, et ses innovations militaires poseraient les bases des futures conquêtes de son fils, Alexandre le Grand. L'un des premiers et des plus importants changements apportés par Philippe à l'armée macédonienne fut l'introduction d'une force professionnelle permanente. Avant son règne, l'armée macédonienne s'appuyait largement sur des conscrits et des troupes temporaires, souvent dépourvus de cohésion et de la discipline des soldats réguliers et entraînés. Philippe comprit qu'une armée permanente et bien entraînée lui offrirait un avantage considérable sur les autres États. Ces réformes garantissaient que les soldats macédoniens seraient professionnels, bien équipés et capables de mener des campagnes militaires soutenues. Cette armée permanente était constamment entraînée et prête au combat à tout moment, offrant à Philippe une force fiable pour réaliser ses ambitions.
La réforme militaire la plus notable de Philippe fut la restructuration de l'infanterie macédonienne. Il introduisit le phalange, une formation d'infanterie très organisée qui maniait de longues lances appelées saris. Ces saris étaient beaucoup plus longues que les lances traditionnelles utilisées par les hoplites grecs, atteignant souvent jusqu'à 5 mètres. La longueur des saris permettait aux soldats macédoniens de frapper leurs ennemis à plus grande distance, rendant difficile pour les forces adverses de combler l'écart et d'engager un combat rapproché. Cette nouvelle formation permit à l'armée macédonienne de créer un mur de lance presque impénétrable, capable de tenir tête à la plupart des armées traditionnelles. Phalangéil devint l'épine dorsale de l'armée macédonienne et joua un rôle essentiel dans le succès du royaume au combat. Aux côtés de la phalange, Philippe réforma la cavalerie, l'intégrant à une branche plus organisée et spécialisée de son armée. La cavalerie de compagnons, l'une des unités d'élite de l'armée macédonienne, devint un élément clé de son armée. Ces cavaliers étaient souvent issus de la noblesse macédonienne et étaient hautement entraînés à l'équitation et au combat. Ils étaient équipés de lances et utilisaient leur vitesse et leur agilité pour frapper les flancs et les arrières ennemis. La cavalerie de compagnons joua un rôle déterminant dans de nombreuses victoires de Philippe, et sa capacité à percer les lignes ennemies renversa souvent le cours de la bataille. Le succès de la cavalerie démontra également que Philippe comprenait l'importance de la mobilité en temps de guerre, permettant à son armée de surpasser des forces plus nombreuses et plus lentes. Les changements apportés par Philippe à l'armée macédonienne ne se limitèrent pas à la réforme de l'infanterie et de la cavalerie. Il introduisit de nouveaux concepts et stratégies tactiques qui permirent à son armée de s'adapter aux différentes conditions du champ de bataille. Philippe comprit que la flexibilité et la capacité à réagir à diverses menaces étaient essentielles à la réussite. Son armée était très mobile, et Philippe recourait souvent à des retraites simulées, des embuscades et des tromperies pour piéger l'ennemi. Ces innovations tactiques, comme l'utilisation d'unités plus petites et plus maniables aux côtés des unités lourdes, phalanges, a permis à ses forces d'exploiter les faiblesses des formations ennemies. L'armée macédonienne n'était plus seulement une force brute, elle était devenue une machine militaire sophistiquée et hautement stratégique, capable de relever divers défis. Une autre transformation significative sous Philippe fut l'intégration de troupes étrangères au sein de l'armée macédonienne. Alors que la Macédoine comptait traditionnellement sur ses propres citoyens pour le service militaire, les campagnes de Philippe virent l'intégration de mercenaires et de soldats des régions voisines. Ces troupes étrangères apportaient des compétences et des expériences diverses qui contribuèrent à l'efficacité globale de l'armée. De plus, l'intégration de soldats divers contribua à étendre la portée de l'armée macédonienne, la rendant plus flexible et adaptable aux dynamiques changeantes de la guerre. La composition diversifiée de l'armée permit également à Philippe de renforcer ses liens diplomatiques avec les États voisins en offrant des postes de pouvoir et de prestige à des alliés clés. Les réformes militaires de Philippe s'étendirent également à la logistique et aux structures de soutien. Il comprit qu'une armée victorieuse ne se limitait pas à des combattants, elle exigeait des lignes de ravitaillement bien organisées, des unités de soutien et une communication efficace. Philippe mit en place un système efficace de trains de ravitaillement qui garantissait à ses armées un équipement optimal et la capacité de mener de longues campagnes sans épuiser ses ressources. L'attention qu'il accorda à ces détails logistiques permit à ses forces de maintenir une grande mobilité et de rester efficaces même dans les régions éloignées. En conclusion, la transformation de l'armée macédonienne sous Philippe II fut une réalisation monumentale qui remodela le cours de l'histoire. Ces réformes transformèrent une force désorganisée et fragmentée en une armée professionnelle et hautement disciplinée, capable d'exécuter des stratégies complexes et de remporter des victoires décisives. L'introduction de la phalange, la réorganisation de la cavalerie et l'adoption de nouvelles tactiques et de nouveaux systèmes logistiques donnèrent à l'armée macédonienne un avantage sans précédent sur ses rivaux. Les innovations militaires de Philippe lui permirent non seulement de conquérir la Grèce et de consolider son empire, mais aussi de préparer le terrain pour l'expansion de celui-ci sous son fils, Alexandre le Grand. La transformation de l'armée macédonienne sous Philippe II ne se limita pas à la conquête de territoires, il s'agissait de créer un héritage militaire durable qui allait façonner le monde antique pour les générations à venir.
Les premières années d'Alexandre, Alexandre le Grand, l'un des chefs militaires les plus célèbres de l'histoire, naquit en 356 av. JC dans la cité antique de Pella, capitale de la Macédoine. Ses premières années furent marquées par des privilèges, un enseignement exceptionnel et un environnement propice à son épanouissement intellectuel et physique. Ses parents, le roi Philippe II et la reine Olympias, jouèrent un rôle majeur dans son avenir. Les années de formation d'Alexandre furent déterminantes pour le développement des qualités qui feraient de lui un souverain et un génie militaire. Dès son plus jeune âge, Alexandre fit preuve d'une intelligence naturelle et d'un esprit ambitieux, traits qui se révéleront à mesure qu'il accède à la célébrité. La relation d'Alexandre avec son père, le roi Philippe II, était complexe. Philippe était un dirigeant dynamique et visionnaire qui transforma la Macédoine en une puissance militaire majeure, mais son leadership le mit souvent en conflit avec sa propre famille. Malgré cela, l'influence de Philippe sur Alexandre fut profonde, notamment en matière de stratégie militaire et de gouvernance. Alexandre fut exposé aux campagnes politiques et militaires de son père, ce qui lui permit d'appréhender les complexités de la gouvernance d'un empire en expansion. Il était clair que Philippe nourrissait de grandes attentes pour son fils, même si leur relation allait se tendre à mesure qu'Alexandre grandissait et commençait à affirmer son indépendance. D'autre part, la mère d'Alexandre, Olympias, eut une forte influence sur sa jeunesse. Femme au caractère affirmé et à l'ambition remarquable, Olympias veilla à ce qu'Alexandre reçoive une éducation digne d'un futur roi. Olympia cultiva chez Alexandre la foi en son héritage divin, lui répétant souvent qu'il était le fils de Zeus, ce qui eut un impact profond sur son image de soi et sa foi en son destin. Olympias encouragea également Alexandre à poursuivre ses études et, dès son plus jeune âge, Alexandre manifesta un vif intérêt pour la philosophie, la littérature et les arts. C'est son éducation qui jeta les bases de ses succès militaires et politiques ultérieurs, lui permettant d'assimiler les enseignements des plus grands esprits de son temps. L'une des figures les plus influentes de la jeunesse d'Alexandre fut Aristote, le célèbre philosophe grec. À l'âge de 13 ans, Alexandre reçut son enseignement, qui lui enseigna un large éventail de matières, dont la philosophie, les sciences et la politique. Les enseignements d'Aristote façonnèrent sa vision du monde. Le jeune prince, s'intéressant vivement aux œuvres d'Homère, en particulier à l'Iliade 7, amour pour les récits d'héroïsme et de conquête d'Homère, inspirera plus tard les campagnes militaires d'Alexandre, cherchant à imiter les grands héros du passé. L'influence d'Aristote a également nourri chez Alexandre le sens de la raison, et il appliquera plus tard nombre de ses principes dans sa gouvernance et ses stratégies militaires. Durant son adolescence, Alexandre commença à montrer les signes de sa future grandeur. À 16 ans, alors que Philippe était en campagne militaire, Alexandre fut nommé régent de Macédoine. Durant cette période, il se vit confier d'importantes responsabilités, notamment l'administration du royaume et la conduite d'expéditions militaires. L'un de ses exploits les plus marquants en tant que régent fut sa victoire sur une tribu thrace rebelle, démontrant ainsi son habileté tactique et son sens du commandement. Les succès d'Alexandre durant cette période renforcèrent sa réputation de dirigeant compétent et préparèrent le terrain pour ses exploits ultérieurs. La personnalité du jeune prince commençait déjà à se forger durant ses années de formation. Il était connu pour son sens aigu de l'honneur, son ambition et sa quête incessante de gloire personnelle. Le désir d'Alexandre de faire ses preuves, tant auprès de son père que du monde, se manifestait par sa détermination à surpasser les autres dirigeants, y compris son père. Malgré son arrogance juvénile, Alexandre possédait une intelligence et une perspicacité stratégique indéniables. Il était constamment avide d'apprendre, de s'améliorer et de repousser ses propres limites. Les jeunes années d'Alexandre furent également marquées par son exposition aux intrigues politiques de la cour macédonienne. La famille royale était souvent mêlée à des conflits, et les relations d'Alexandre avec son père se tendirent au fil du temps. Ces tensions finirent par atteindre leur paroxysme après le mariage de Philippe avec sa nouvelle épouse, Cléopâtre, qui provoqua des bouleversements politiques. Alexandre, se sentant marginalisé par les actions de son père,
devint de plus en plus frustré et commença à prendre ses distances avec la cour macédonienne. Cependant, malgré ces tensions, il resta fidèle à son rôle d'héritier du trône. À mesure qu'Alexandre grandissait, son ambition grandissait et il commença à imaginer un avenir où il pourrait étendre la puissance de la Macédoine au-delà de ses frontières. Son désir de conquérir le monde et de surpasser l'héritage de son père devint central dans sa personnalité. Cette motivation, conjuguée à son éducation, à son expérience des affaires militaires et à l'influence de ses parents, forma les bases de l'incroyable aventure qu'il entreprendrait une fois sur le trône. En conclusion, les premières années d'Alexandre furent un mélange de développement intellectuel, d'expérience militaire et d'ambition personnelle. L'influence de ses parents, notamment les encouragements de sa mère et les succès militaires de son père, façonnèrent ses aspirations futures. Son éducation auprès d'Aristote lui apporta les connaissances et l'esprit critique qui guideraient plus tard ses conquêtes. Ses premières expériences de régent et ses qualités de leader démontrèrent son potentiel de futur roi. Ces années formatrices, bien que marquées par des défis et des tensions familiales, posèrent les bases de l'ascension de l'un des plus grands conquérants de l'histoire. Alexandre le Roi, l'accession d'Alexandre le Grand au trône de Macédoine en 336 av. J.C. marqua le début d'une ère qui allait changer le cours de l'histoire. Après l'assassinat de son père, le roi Philippe II, Alexandre fut soudainement propulsé au pouvoir à l'âge de 20 ans. Malgré son jeune âge, il fit rapidement preuve de la force, de l'intelligence et de la détermination qui allaient définir son règne. Son règne fut marqué par une ambition audacieuse, un génie militaire et une volonté inébranlable d'étendre son empire bien au-delà des frontières de la Macédoine. Ces campagnes militaires extraordinaires, qui s'étendirent de la Grèce à l'Égypte et jusqu'en Inde, firent de lui l'un des conquérants les plus victorieux de l'histoire. Dès son accession au trône, Alexandre dut faire face à des défis immédiats. Plusieurs factions en Macédoine cherchaient à exploiter sa jeunesse et son inexpérience. En réaction, Alexandre réagit promptement pour consolider sa position. Il élimina des rivaux potentiels et réprima promptement les soulèvements dans des régions comme la Thrace et la Grèce. Ses premières actions en tant que roi furent essentielles pour consolider son pouvoir et démontrer qu'il n'était pas seulement le fils de son père, mais un dirigeant capable. L'une de ses premières grandes campagnes militaires fut menée contre la cité État grec de Thèbes, qui s'était révoltée après la mort de Philippe. Les forces d'Alexandre écrasèrent la rébellion avec une rapidité et une détermination remarquables. La ville fut détruite et ses citoyens furent tués ou réduits en esclavage, rappelant cruellement la détermination d'Alexandre à maintenir son contrôle sur les États grecs. Les stratégies militaires d'Alexandre s'inspiraient des réformes introduites par son père, mais il apporta également ses propres innovations. L'armée macédonienne, sous son commandement, était une machine affûtée, capable d'exécuter des tactiques complexes avec précision. L'armée d'Alexandre était réputée pour sa discipline, sa cohésion et sa capacité d'adaptation à divers scénarios de combat. L'une de ses plus grandes forces en tant que chef militaire résidait dans sa capacité à prendre des décisions stratégiques rapides au combat. Il était connu pour mener ses troupes depuis le front, se plaçant souvent dans les positions les plus dangereuses pour inspirer ses hommes et superviser personnellement le déroulement des opérations militaires. Son charisme et son intrépidité lui valaient la loyauté et l'admiration de ses soldats qui le suivaient au cours de campagnes difficiles et périlleuses. Un tournant majeur dans le règne d'Alexandre eut lieu lorsqu'il jeta son dévolu sur l'Empire perse, le plus vaste et le plus puissant du monde connu. Sa campagne contre la Perse débuta en 334 av. J.C., peu après avoir consolidé son contrôle sur la Grèce. Il traversa l'Hellespont pour rejoindre l'Asie mineure, marquant le début d'une série de batailles qui mèneraient à la chute de l'Empire perse. Sa première grande victoire eut lieu à la bataille du Granique, où il vainquit les forces perses et s'assura le contrôle d'une grande partie de l'Asie mineure. Cette victoire fut suivie par la bataille d'Issos en 333 av. G.C., où Alexandre affronta le roi perse Darius III. Malgré une infériorité numérique considérable, la tactique d'Alexandre submergea les forces perses et Darius fut contraint de fuir le champ de bataille. À chaque victoire,
La réputation d'Alexandre, chef militaire invincible, grandit. Son armée continua de traverser l'Empire perse, remportant des victoires décisives en Syrie, en Égypte et en Mésopotamie. La prise de l'Égypte fut un moment particulièrement marquant, car Alexandre fut salué comme un libérateur par le peuple égyptien. Il fonda la ville d'Alexandrie, qui deviendra plus tard l'un des plus importants centres de commerce, de culture et de savoir du monde antique. La conquête de l'Égypte marqua un tournant dans ses campagnes, car Alexandre cherchait non seulement à étendre son empire, mais aussi à intégrer les cultures qu'il rencontrait. Il adopta nombre des coutumes et traditions des terres conquises, mêlant la culture grecque à celle d'Égypte, de Perse et d'autres régions, créant ainsi ce qui serait plus tard la culture hellénistique. En 331 Av. J.C., Alexandre remporta sa victoire la plus décisive à la bataille de Gaugamel, où il affronta une fois de plus Darius III. Cette bataille mit fin à la résistance perse et Alexandre put s'emparer du cœur de l'Empire perse. Darius III fut finalement assassiné par ses propres hommes, laissant Alexandre souverain incontesté de l'un des plus grands empires de l'histoire. Ses ambitions ne s'arrêtèrent cependant pas là. Il poursuivit sa marche vers l'Est, atteignant finalement les frontières de l'Inde. Son armée traversa l'Hindu-Kush et affronta les redoutables forces du roi Porus lors de la bataille de l'Hydaspe en 326 Av. J.C. Malgré la fatigue et l'épuisement de ses troupes, le génie tactique d'Alexandre l'emporta et il s'assura le contrôle de la région. Malgré ses succès, la campagne d'Alexandre en Inde marqua un tournant. Ses soldats, épuisés par des années de campagne incessantes, refusèrent de marcher plus à l'est, ce qui poussa Alexandre à rebrousser chemin. Il avait étendu son empire plus loin que n'importe quel autre souverain avant lui, mais les limites de ses conquêtes étaient désormais claires. De retour à Babylone, Alexandre entreprit de planifier de nouvelles réformes militaires et administratives. Mais il tomba bientôt malade et mourut en 323 Av. J.C. à l'âge de 32 ans. En conclusion, le règne d'Alexandre le Grand, roi de Macédoine, fut marqué par des exploits militaires exceptionnels, une ambition inébranlable et la vision d'un monde unifié sous son règne. Son aptitude à mener son armée au cours de campagnes acharnées, son génie stratégique et sa capacité à inspirer la loyauté firent de lui l'un des plus grands conquérants de l'histoire. Si son empire se fragmenta après sa mort, son héritage perdura, et la fusion culturelle qu'il favorisa par ses conquêtes façonna le monde pour les siècles à venir. Le règne d'Alexandre étendit non seulement le territoire de la Macédoine, mais remodela également le monde antique, marquant durablement l'histoire. La campagne perse commence en 334 Av. J.C. Alexandre le Grand jeta son dévolu sur l'Empire perse, lançant la première phase de sa campagne pour conquérir l'un des plus vastes et des plus puissants empires du monde antique. Après avoir consolidé son autorité sur la Grèce et paré à d'éventuelles révoltes, Alexandre traversa l'Hellespont, l'étroit détroit séparant l'Europe de l'Asie, marquant le début de sa campagne militaire. Cette traversée était plus qu'un simple déplacement géographique, c'était une déclaration de sa volonté de porter le combat en Perse, concrétisant ainsi la vision de son père Philippe II d'un monde grec unifié. La première grande bataille d'Alexandre après sa traversée en Asie mineure eut lieu sur le Granique. Les forces perses, commandées par des satrapes locaux et des mercenaires grecs, tentèrent de stopper son avancée. Bien que l'armée perse fût supérieure en nombre à celle d'Alexandre, l'armée macédonienne était extrêmement disciplinée et bien coordonnée. Alexandre utilisa sa cavalerie avec efficacité, lançant une attaque agressive qui perça les lignes perses. Cette bataille fut une victoire macédonienne décisive et marqua le premier d'une longue série de triomphes qui allaient déstabiliser le contrôle perse sur l'Asie mineure. Après la victoire du Granique, Alexandre poursuivit sa marche à travers l'Asie mineure, libérant des cités sous contrôle perse depuis des années. De nombreuses villes, dont Sardes et Milet, accueillirent Alexandre comme un libérateur de la tyrannie perse et se rendirent rapidement sans grande résistance. La tactique d'Alexandre ne consistait pas seulement à vaincre des armées. Il cherchait aussi à gagner le soutien des populations locales. Il comprit qu'en se présentant comme un défenseur de la liberté grecque,
Il pourrait rallier villes et peuples à sa cause, rendant ainsi sa conquête plus facile et plus durable. La campagne de Perse n'était pas seulement un conflit militaire, c'était une guerre idéologique. Alexandre ne se battait pas seulement pour le territoire et le pouvoir, mais promouvait également l'idée d'un monde grec unifié. Il souhaitait diffuser la culture et les idées grecques sur l'immensité de la Perse et au-delà, laissant une empreinte durable sur les régions qu'il allait conquérir. Ces succès militaires des premières phases de la campagne préparèrent le terrain pour de futures victoires et, à la fin de 334 av. J.C. Alexandre avait déjà commencé à démanteler l'emprise de l'Empire perse sur la partie occidentale de son territoire, ouvrant la voie à de nouvelles conquêtes. La bataille d'Issus et au-delà, la bataille d'Issos, qui se déroula en 333 av. J.C. fut l'un des affrontements les plus décisifs entre Alexandre le Grand et l'Empire perse, marquant un tournant dans sa campagne de conquête de l'Asie. Après sa victoire décisive au Granique, les forces d'Alexandre avancèrent vers le sud, pénétrant progressivement en territoire perse. Le roi perse, Darius III, chercha à stopper la progression d'Alexandre et rassembla une armée massive pour l'affronter à Issos, une étroite bande de terre entre les montagnes et la mer. Fort de ses forces supérieures, Darius comptait écraser l'armée macédonienne, nettement plus réduite en comparaison. Malgré la supériorité numérique des Perses, Alexandre fit preuve de génie tactique à Issos. Il positionna soigneusement son armée, utilisant l'étroitesse du terrain pour neutraliser l'avantage des forces plus importantes de Darius. Alexandre déploya ses forces en une formation solide et compacte, ce qui lui permit de se concentrer sur les points clés de la ligne perse. Au fil de la bataille, la cavalerie d'Alexandre, en particulier la cavalerie de compagnons, joua un rôle décisif. Alexandre lui-même mena la charge, exploitant une brèche dans les lignes perses et forçant Darius à fuir, abandonnant son armée. Les Perses furent alors en déroute, et les Macédoniens remportèrent une victoire éclatante. Les conséquences d'Issos furent considérables. Les forces d'Alexandre s'emparèrent d'un vaste territoire, y compris des biens personnels et des membres de la famille de Darius qui avaient pris part à la retraite. Cette victoire non seulement mina le moral des Perses, mais assura également le contrôle d'Alexandre sur des régions clés, notamment la Syrie, la Phénicie et le Levant. La réputation d'Alexandre en tant que commandant militaire grandit exponentiellement et sa position stratégique se renforça. La prise des villes côtières comme Tyr et Gaza lui permit de contrôler des ports importants, assurant ainsi le ravitaillement des futures campagnes. Après Issos, l'élan inébranlable d'Alexandre le propulsa plus loin en territoire perse. Il marcha en Égypte, où il fut salué comme un libérateur, et poursuivit sa conquête au cœur de l'Empire perse. La bataille d'Issos démontra non seulement le génie tactique d'Alexandre, mais aussi sa volonté inébranlable d'avancer, quoi qu'il arrive. Elle prépara le terrain pour la chute de la Perse et l'essor de la puissance macédonienne dans le monde antique. Perdikasei, le premier roi. Perdika Ier est l'une des figures les plus marquantes des débuts de l'histoire de la Macédoine, souvent considéré comme le premier véritable roi de la région. Son règne marqua le début de la monarchie macédonienne, ouvrant la voie à l'expansion future du royaume. Bien que les détails de sa vie et de son règne soient quelque peu flous, l'héritage de son règne est indéniable. On attribue souvent à Perdikas Ier la fondation de l'État macédonien, transformant un ensemble de tribus en un royaume unifié. Selon les documents historiques, Perdika Ier était membre de la famille royale des Théménides, une dynastie qui allait jouer un rôle central dans le développement du royaume. Avant son règne, la Macédoine était une confédération de tribus peu structurées, dépourvues de direction centralisée forte. C'est sous son règne que ce territoire fragmenté commença à prendre forme et à devenir une entité plus cohérente et organisée. Sa capacité à unifier les différentes tribus sous une même bannière fut un exploit remarquable, compte tenu de la nature souvent tribale et fragmentée du monde grec au 8e siècle avant notre ère. On sait peu de choses sur les premières années du règne de Perdika. Cependant, des sources historiques suggèrent qu'il monta sur le trône après la mort de son prédécesseur. Les circonstances exactes de son accession au pouvoir restent obscures.
mais il est largement admis que le leadership de Perdiccas contribua à stabiliser la région et à favoriser la croissance du royaume naissant. Son rôle dans la consolidation du pouvoir et la création d'alliances avec les tribus voisines aurait été essentiel à la survie et à la prospérité de la Macédoine. L'une des réalisations les plus remarquables de Perdiccas fut sa capacité à naviguer dans le paysage politique complexe de la Grèce antique. À cette époque, les cités, États grecs étaient engagés dans des guerres incessantes et les alliances changeaient fréquemment. Le sens diplomatique de Perdiccas Ier lui permit de renforcer la position de la Macédoine, tant en Grèce qu'auprès de ses voisins. Ces alliances habiles contribuèrent à sécuriser les frontières de son royaume et à maintenir une paix relative dans la région, ce qui n'était pas une mince affaire compte tenu des conflits constants qui caractérisaient la politique grecque. Bien que Perdiccas Ier ne fût pas connu pour ses conquêtes militaires majeures, il joua un rôle crucial en jetant les bases de l'expansion future de la Macédoine. Son règne vit l'établissement d'un État plus stable et mieux organisé, capable de s'affirmer comme une puissance dans le monde méditerranéen. Ses descendants, et notamment son petit-fils, Alexandre le Grand, s'appuieront plus tard sur les fondations qu'il avait posées, transformant la Macédoine en l'un des empires les plus influents du monde antique. L'héritage de Perdiccas Ier se comprend peu, être mieux à travers le prisme de ses successeurs. Sans ses efforts unificateurs et ses stratégies diplomatiques, il est peu probable que la Macédoine ait pu devenir le formidable royaume qu'elle est devenue. Son règne, bien que dépourvu de grandes campagnes militaires ou de conquêtes territoriales, a préparé le terrain pour l'essor de l'une des dynasties les plus célèbres de l'histoire. Sa capacité à unifier les tribus macédoniennes et ses premières manœuvres politiques ont contribué à garantir à ses descendants un royaume capable d'atteindre la grandeur. Ainsi, Perdiccas Ier demeure une figure essentielle de l'histoire de la Macédoine, le premier roi dont les actions ont façonné l'avenir du monde antique. Géographie, stratégie et survie, l'ascension de la Macédoine comme puissant royaume fut façonnée par sa géographie, sa stratégie et la résilience de son peuple. Le territoire lui-même joua un rôle crucial dans la survie et l'expansion du royaume, offrant un mélange unique de barrières naturelles et de plaines fertiles. La position géographique de la Macédoine, nichée entre les montagnes escarpées du nord-ouest et les plaines de Thessalie au sud, offrait à la fois des avantages et des défis. Le paysage constituait à la fois une défense et une ressource, ce qui influença grandement les stratégies militaires des souverains macédoniens tout au long de leur histoire. Le relief accidenté de la Macédoine empêchait les ennemis de pénétrer profondément en son cœur. Les frontières montagneuses servaient de fortifications naturelles, protégeant le royaume des invasions. Il était donc plus difficile pour les puissances extérieures de lancer des campagnes militaires victorieuses en Macédoine, notamment depuis le nord et l'ouest, où les chaînes de montagnes offraient un bouclier protecteur. Cet avantage géographique constituait non seulement un bouclier, mais permettait également à l'armée macédonienne d'adopter des tactiques tirant parti des caractéristiques naturelles du territoire. Le peuple macédonien, habitué à vivre dans cet environnement difficile, développa une résilience inégalée, adaptant ses stratégies militaires au terrain. Les plaines de Macédoine, notamment celles autour de Péla, la capitale du royaume, offraient des terres fertiles pour l'agriculture, vitales pour la population et l'armée. Ces plaines fertiles permettaient à la Macédoine de produire suffisamment de nourriture pour subvenir aux besoins de ses armées et de ses citoyens, assurant ainsi la survie et la prospérité du royaume, même en période de conflit. La combinaison de ces défenses naturelles et de l'abondance de ses terres agricoles permettait à la Macédoine de supporter de longues campagnes militaires, un atout crucial dans un monde constamment en guerre. La stratégie a joué un rôle fondamental dans la survie et le succès de la Macédoine. Les premiers rois macédoniens, notamment sous Perdiccas Ier, comprenaient l'importance d'unir les différentes tribus de la région et de créer un État centralisé. Cette unité était essentielle à la défense efficace du royaume. Au fil du temps, les stratégies militaires de la Macédoine ont évolué pour répondre aux défis auxquels le royaume était confronté. Les souverains macédoniens, tels que Philippe II et Alexandre le Grand, ont par la suite peaufiné ces stratégies, mais les fondements de leur succès ont été posés par les premières décisions stratégiques prises face aux défis géographiques.
L'utilisation stratégique de la cavalerie, notamment de la célèbre cavalerie macédonienne, devint l'un des traits militaires caractéristiques du royaume. Réputée pour sa rapidité et son agilité, cette cavalerie permettait à l'armée macédonienne de se déplacer rapidement à travers les plaines, exploitant les faiblesses des lignes ennemies. La phalange macédonienne, une formation de fantassins armés de longues lances appelées saris, constituait une autre innovation majeure qui tirait profit à la fois du terrain et des traditions militaires du royaume. Ensemble, ces éléments stratégiques permirent à la Macédoine de vaincre ses ennemis et d'étendre son influence. La survie de la Macédoine dépendait également de sa capacité d'adaptation au changement. Si le royaume bénéficiait d'avantages naturels en termes de terrain et de ressources, ses dirigeants comprenaient que l'adaptabilité était tout aussi importante. Le recours à la diplomatie, aux alliances et même au mariage pour garantir la paix ou un avantage stratégique devint un élément central de la stratégie de survie de la Macédoine. Au fil du temps, la Macédoine apprit à équilibrer conquête militaire et diplomatie, assurant ainsi la croissance continue du royaume. Ainsi, la géographie de la Macédoine, alliée à une vision stratégique et à une capacité d'adaptation, était essentielle à la survie du royaume. Le paysage naturel lui offrait à la fois protection et ressources, tandis que les stratégies militaires lui permettaient de surmonter les difficultés et d'étendre son influence. L'ensemble de ces éléments a permis à la Macédoine non seulement de survivre, mais aussi de prospérer dans une période de guerre constante et d'instabilité politique. Société macédonienne et structure politique. La société et la structure politique macédonienne étaient distinctes à bien des égards, façonnées par la situation géographique du royaume, ses traditions militaires et son leadership royal. À mesure que le royaume gagnait en puissance et en influence, ses systèmes sociétaux et politiques évoluaient pour soutenir son expansion et sa survie. La structure de la Macédoine était hiérarchique, mettant l'accent sur la monarchie, le service militaire et les relations entre la classe dirigeante et le peuple. Cette structure allait s'avérer un facteur clé de la stabilité et du succès du royaume. Au sommet de la hiérarchie politique se trouvait le roi, qui exerçait une autorité absolue sur le royaume. La monarchie macédonienne était héréditaire, transmise par la famille royale des Théménides. Son pouvoir était immense, tant en tant que souverain que chef militaire du royaume. On attendait du roi qu'il gouverne, mais aussi qu'il dirige l'armée en temps de guerre, une tradition qui serait perpétuée par les souverains ultérieurs de Macédoine, notamment le roi Philippe II et son fils, Alexandre le Grand. Les rois de Macédoine étaient considérés comme les principaux défenseurs des intérêts du royaume et étaient souvent considérés comme nommés par Dieu, même si leur autorité était souvent tempérée par l'influence des nobles et des chefs militaires. Sous le roi se trouvait la noblesse, une classe de propriétaires terriens et de guerriers qui détenaient un pouvoir et une influence considérables. Les familles nobles étaient souvent les commandants militaires, chargés de lever et de diriger les troupes au combat. Elles recevaient des terres et des privilèges en échange de leur loyauté et de leur service au roi. Ces nobles constituaient un élément important de la structure politique, conseillant le roi et contribuant à la gouvernance du royaume. La loyauté de la noblesse était cruciale pour la stabilité de la monarchie macédonienne, car tout mécontentement parmi eux pouvait engendrer des conflits internes. L'armée jouait un rôle central dans la société macédonienne, et le service militaire était non seulement un devoir, mais aussi un élément clé du statut social. L'armée macédonienne était l'épine dorsale de la puissance du royaume, et tout homme valide était tenu de servir, surtout en temps de guerre. La structure militaire était hautement organisée, privilégiant la discipline et la stratégie. La phalange macédonienne, formation militaire introduite par le roi Philippe II, devint l'une des forces combattantes les plus redoutées et respectées du monde antique. L'armée était composée de soldats professionnels et de soldats recrutés localement, les soldats d'élite étant la cavalerie et les fantassins, appelés phalanges. Le peuple de Macédoine, bien que moins influent que la noblesse, jouait un rôle crucial dans le soutien des campagnes militaires et des besoins agricoles du royaume. L'agriculture était l'occupation principale de la majorité de la population, et les plaines fertiles de Macédoine fournissaient au royaume la nourriture nécessaire à la subsistance de son armée et de sa population. Le peuple participait également aux travaux qui soutenaient les infrastructures du royaume,
comme la construction de routes et de fortifications. En échange de leur travail, ils bénéficiaient de la protection de la monarchie et de l'armée. La structure politique de la Macédoine, bien que centralisée sous l'autorité du roi, permettait une certaine autonomie locale. Les chefs locaux, souvent issus de familles nobles, se voyaient confier l'autorité sur des régions spécifiques du royaume. Ces chefs étaient censés maintenir l'ordre, collecter les impôts et fournir des troupes à l'armée royale en cas de besoin. Ce système assurait un équilibre entre contrôle central et gouvernance locale, contribuant ainsi à maintenir la stabilité du royaume. En conclusion, la société et la structure politique macédonienne s'articulaient autour de la monarchie, de l'armée et d'un système hiérarchique entre noblesse et peuple. La monarchie détenait l'autorité suprême, soutenue par l'armée et la noblesse, tandis que le peuple s'efforçait de subvenir aux besoins agricoles et en main-d'œuvre du royaume. Cette structure permit à la Macédoine de fonctionner comme un royaume uni et puissant, préparant le terrain pour sa domination ultérieure sous la direction de Philippe II et d'Alexandre le Grand. La société macédonienne était organisée comme une grande famille où chacun avait un rôle important à jouer. Le roi était le chef de cette grande famille. Il décidait de presque tout, dirigeait l'armée, créait les lois et protégeait le peuple. Ce pouvoir lui venait de sa naissance dans la famille royale. Il n'était pas élu, mais devenait roi parce qu'il était le fils du roi précédent. Les rois de Macédoine, comme Philippe II et Alexandre le Grand, étaient très puissants. Ils étaient respectés, admirés et souvent considérés comme choisis par les dieux. Pourtant, même s'ils avaient beaucoup de pouvoir, ils ne pouvaient pas gouverner seuls. Ils avaient besoin de l'aide et du soutien des nobles. Ces nobles étaient des hommes riches et puissants qui possédaient de grandes terres. Ils étaient aussi des guerriers, souvent à la tête de groupes de soldats. Ils donnaient des conseils au roi, combattaient à ses côtés pendant les guerres et faisaient respecter les lois dans leur région. En échange, ils recevaient des terres, des richesses et des privilèges. Le roi devait s'assurer que ces nobles restaient fidèles. S'ils étaient en colère ou se sentaient oubliés, ils pouvaient se révolter ou refuser d'aider, ce qui mettait le royaume en danger. En dessous des nobles, il y avait le peuple, c'est, à dire, la majorité des habitants de la Macédoine. La plupart de ces gens travaillaient la terre. Ils étaient agriculteurs, élevaient des animaux, cultivaient des céréales, des fruits et des légumes. Leur travail était essentiel, car sans nourriture, ni l'armée ni la population ne pouvaient survivre. Les plaines fertiles de Macédoine permettaient de produire assez pour nourrir tout le royaume. En plus de l'agriculture, le peuple aidait à construire les routes, les ponts, les murailles et d'autres bâtiments utiles. Bien que ces gens n'aient pas beaucoup de pouvoir ou de richesse, leur travail était vital. En échange de leur obéissance et de leur travail, ils étaient protégés par l'armée et la monarchie. Cette protection était importante car il y avait souvent des guerres ou des attaques venues d'autres territoires. L'armée occupait une place centrale dans la société macédonienne. Tous les hommes valides devaient servir dans l'armée, surtout en temps de guerre. C'était une obligation, mais aussi un honneur. Les soldats étaient fiers de défendre leur royaume et leur roi. L'armée macédonienne était très bien organisée. Le roi Philippe II avait créé une nouvelle manière de combattre, la phalange. C'était une formation de soldats armés de longues lances, appelés saris, qui avançaient ensemble en rangs serrés. Cela rendait l'armée très forte et difficile à battre. Il y avait aussi des cavaliers, souvent issus de familles nobles, qui combattaient à cheval. Certains soldats étaient professionnels, payés pour se battre, et d'autres étaient des hommes ordinaires appelés pour la guerre. L'armée permettait aux jeunes hommes du peuple de montrer leur courage. Parfois, s'ils étaient très bons soldats, ils pouvaient être récompensés, gagner de l'honneur, voire devenir chefs militaires. L'armée était donc aussi un moyen de monter dans la société. Le royaume de Macédoine était grand, et le roi ne pouvait pas être partout à la fois. C'est pourquoi il confiait des responsabilités à des chefs locaux. Ces chefs, souvent nobles, étaient responsables de régions spécifiques. Ils devaient faire respecter la loi, collecter les impôts et envoyer des soldats au roi quand c'était nécessaire. Cela permettait de garder l'ordre dans tout le royaume. Même si le roi avait le dernier mot, ces chefs avaient un certain pouvoir dans leur région. Cela donnait un équilibre entre le pouvoir du roi et la gestion locale. Ce système fonctionnait bien et évitait les révoltes.
car chaque région avait un responsable connu et respecté. La religion jouait aussi un rôle important dans la vie des Macédoniens. Les rois disaient souvent qu'ils étaient protégés par les dieux, ce qui renforçait leur autorité. Le peuple participait à des cérémonies religieuses, faisait des offrandes, priait pour la paix et la réussite des guerres. Ces traditions unissaient la population et renforçaient le sentiment d'appartenir au même royaume. La culture macédonienne était marquée par le respect de l'autorité, la force militaire et les liens familiaux. Les garçons étaient éduqués dès l'enfance à devenir soldats et à servir leur pays. Les filles apprenaient à gérer la maison et à soutenir leur mari, surtout pendant les guerres. La loyauté, le courage et le respect des anciens étaient des valeurs très importantes. Quand Philippe II devint roi, il renforça encore plus cette organisation. Il agrandit l'armée, donna plus de pouvoir aux chefs fidèles et utilisa la guerre pour unifier les territoires voisins. Son fils, Alexandre le Grand, utilisa cette base solide pour conquérir un immense empire. Sans cette structure politique et sociale bien organisée, la Macédoine n'aurait pas pu devenir aussi puissante. L'union entre le roi, l'armée, les nobles et le peuple rendait le royaume très fort. Chacun avait une place, chacun avait un devoir, et ensemble, ils formaient un tout uni. Même après la mort d'Alexandre, cette organisation resta dans les esprits. Elle servit de modèle à d'autres royaumes plus tard. En résumé, la société macédonienne fonctionnait grâce à une hiérarchie claire. Le roi au sommet, les nobles en soutien, le peuple comme base, et l'armée comme lien entre tous. Chacun avait un rôle, une responsabilité, et cela assurait la stabilité du royaume. Ce système permit à la Macédoine de résister aux dangers, de s'agrandir et de marquer l'histoire de manière durable. C'est grâce à cette organisation simple mais efficace que la Macédoine passa d'un petit royaume à un empire respecté dans le monde antique. L'avantage militaire macédonien fut un facteur clé de l'ascension du royaume vers la puissance et de ses succès sur le champ de bataille. Sous la direction du roi Philippe II et de son fils Alexandre le Grand, la Macédoine développa un système militaire hautement efficace et innovant qui révolutionna la guerre dans le monde antique. L'armée macédonienne était bien organisée, disciplinée et dotée de tactiques et de technologies avancées, ce qui lui permit de conquérir de vastes territoires et de vaincre de redoutables ennemis. L'avantage militaire de la Macédoine ne résidait pas seulement dans la taille de ses forces, mais aussi dans les stratégies et formations uniques qu'elle employait, la distinguant des autres armées de l'époque. L'une des innovations les plus importantes de la stratégie militaire macédonienne fut le développement de la phalange, une formation dense d'infanterie armée de longues lances appelée saris. Perfectionnée par le roi Philippe II, cette formation visait à maximiser la portée et l'efficacité de l'infanterie. La saris était beaucoup plus longue que la lance standard, permettant aux soldats des premiers rangs de frapper leurs ennemis à plus grande distance. Cette formation était conçue pour créer un mur de lance, difficile à pénétrer pour l'ennemi. La phalange était une formation très disciplinée et efficace, capable de tenir bon tout en menant une offensive puissante. Cet avantage tactique permit à l'armée macédonienne de dominer les batailles, notamment contre des formations d'infanterie plus traditionnelles, moins flexibles. Outre la phalange, l'armée macédonienne faisait largement appel à la cavalerie, notamment à la cavalerie d'élite des compagnons. Le roi Philippe II, puis Alexandre le Grand, reconnaissaient l'importance de la cavalerie pour sa mobilité et sa capacité à frapper rapidement des cibles vulnérables. La cavalerie des compagnons, composée des guerriers les plus fidèles du roi, était hautement qualifiée au combat et capable de manœuvrer avec précision sur le champ de bataille. La cavalerie jouait souvent un rôle décisif au combat, chargeant les flancs ou l'arrière de l'ennemi, brisant ses lignes et semant la confusion. La combinaison de la phalange et de la cavalerie conférait à la Macédoine une force de combat puissante et flexible, capable de s'adapter à différents types de situations de combat. Un autre aspect clé de l'avantage militaire macédonien résidait dans sa professionnalisation. Alors que d'autres armées s'appuyaient sur des soldats conscrits, l'armée macédonienne était composée de troupes hautement entraînées et expérimentées.
Le roi Philippe II créa une armée permanente, bien équipée et constamment entraînée, garantissant que les soldats étaient prêts au combat à tout moment. La professionnalisation de l'armée permit également une plus grande spécialisation, avec différentes unités formées à des rôles spécifiques, comme les archers, l'infanterie et la cavalerie. Cette spécialisation permit à chaque unité d'accomplir ses tâches avec une plus grande efficacité, contribuant ainsi à l'efficacité globale de l'armée. Les tactiques militaires macédoniennes se caractérisaient également par leur flexibilité. Leur capacité à s'adapter aux circonstances changeantes du champ de bataille permettait aux commandants macédoniens d'exploiter les faiblesses de la formation ennemie. Le recours à la tromperie, aux retraites simulées et à d'autres tactiques non conventionnelles permit à l'armée macédonienne de déjouer et de vaincre des forces plus importantes et mieux établies. Alexandre le Grand en particulier était connu pour sa capacité à réagir rapidement et à adapter ses stratégies à la situation. Enfin, l'avantage militaire macédonien reposait sur le leadership de ses rois. Philippe II et Alexandre le Grand étaient tous deux de brillants stratèges militaires, capables d'inspirer leurs troupes et de prendre des décisions audacieuses qui renversaient le cours des batailles. Leur capacité à diriger et à opérer des mouvements décisifs sur le champ de bataille fut un facteur clé du succès de l'armée macédonienne. La relation entre le roi et ses soldats, et notamment le lien étroit entre Alexandre et la cavalerie de compagnons, créa un sentiment de loyauté et de camaraderie qui renforça encore l'armée. En conclusion, l'avantage militaire macédonien résidait dans une combinaison d'innovation, d'organisation et de leadership. Le développement de la phalange, le recours à la cavalerie, la professionnalisation de l'armée et la flexibilité de ses tactiques contribuèrent tous au succès militaire du royaume. Sous la direction du roi Philippe II et d'Alexandre le Grand, l'armée macédonienne devint l'une des forces combattantes les plus redoutables du monde antique, ouvrant la voie à l'expansion de l'Empire macédonien et laissant un héritage durable dans l'histoire militaire. L'armée macédonienne ne devait pas seulement sa force à ses armes ou à ses formations, mais aussi à la manière dont elle fonctionnait chaque jour. Les soldats macédoniens s'entraînaient régulièrement, ils apprenaient à marcher en formation, à utiliser leurs armes de façon précise et à écouter les ordres sans hésitation. Ils savaient qu'en bataille, chaque mouvement comptait et que la survie dépendait souvent de la discipline. Le roi Philippe II avait mis en place des règles strictes, mais justes, pour que l'armée soit toujours prête. Même quand il n'y avait pas de guerre, les soldats continuaient de s'exercer. Cela les rendait plus rapides, plus forts et plus efficaces que les soldats des autres royaumes, qui étaient souvent appelés seulement en cas de guerre et manquaient d'expérience. Le roi Alexandre le Grand continua cette méthode. Il ne voulait pas d'une armée qui se reposait. Il voulait des hommes motivés, courageux, prêts à marcher de longues distances, à combattre dans toutes sortes de terrains, qu'il s'agisse de montagnes, de déserts ou de champs. Il leur donnait l'exemple. Alexandre marchait souvent à pied avec ses soldats. Il dormait avec eux, mangeait la même nourriture et partageait les mêmes dangers. Cela faisait naître une confiance très forte entre le roi et ses troupes. Il le respectait, mais aussi il l'aimait. Il savait qu'il ne demandait jamais quelque chose qu'il ne ferait pas lui-même. Un autre point important du succès macédonien venait de la manière dont les différentes parties de l'armée travaillaient ensemble. La phalange ne combattait jamais seule. Elle avançait en même temps que la cavalerie, les archers et d'autres soldats. Chaque groupe avait un rôle précis. Par exemple, pendant qu'un groupe attaquait de face, un autre pouvait venir sur le côté ou de derrière pour surprendre l'ennemi. Cette coopération donnait aux Macédoniens un grand avantage, car leurs ennemis n'étaient pas aussi bien organisés. Beaucoup d'armées ennemies étaient désordonnées, leurs chefs ne savaient pas toujours quoi faire, et leurs soldats se battaient chacun de leur côté. En comparaison, l'armée macédonienne agissait comme une seule machine bien huilée. Il faut aussi souligner que les Macédoniens savaient apprendre. Après chaque bataille, ils étudiaient ce qui avait bien fonctionné et ce qui devait être amélioré. Ils n'avaient pas peur de changer leur plan si cela permettait de gagner. Cette capacité à apprendre et à s'adapter était rare à cette époque. Elle permettait à l'armée d'être toujours en avance, toujours plus forte. Même quand elle rencontrait de nouvelles armées, avec des armes ou des méthodes différentes, elle trouvait des solutions et remportait souvent la victoire. Enfin, ce qui rendait l'armée macédonienne vraiment spéciale, c'était son esprit. Les soldats étaient fiers de faire partie de cette armée.
Ils savaient qu'ils faisaient l'histoire, qu'ils construisaient quelque chose de grand. Leur courage, leur discipline et leur union faisaient leur force. Grâce à tout cela, la Macédoine, qui était autrefois un petit royaume, devint un empire immense. Le succès de son armée ne venait pas seulement de ses armes, mais surtout de la façon dont elle était dirigée, formée et soudée. C'est ce mélange unique qui fit d'elle l'une des plus puissantes armées de toute l'histoire ancienne. Les conséquences des guerres médiques marquèrent une période de transformation pour l'Empire macédonien, remodelant le paysage politique et culturel du monde antique. Avec la défaite de l'Empire perse, les vastes territoires autrefois sous son contrôle passèrent sous l'influence ou la domination directe de la Macédoine. Cependant, cette période de triomphe fut aussi celle de grands défis, car les conséquences d'une victoire aussi monumentale apportèrent à la fois des opportunités et des difficultés qui façonneraient l'avenir de l'Empire. Les victoires militaires d'Alexandre le Grand sur l'Empire perse furent indéniablement remarquables, mais elles laissèrent derrière elles une région fragmentée qui nécessitait une gestion rigoureuse. L'Empire perse était vaste et complexe, composé de peuples, de langues et de cultures très différents. Après la bataille décisive de Gaugamel en 331 av. J.C., où Alexandre écrasa Darius III et scella le sort de la Perse, le cœur de la Perse fut plongé dans le chaos. Si le génie militaire d'Alexandre avait contribué à briser les forces perses, le véritable défi résidait dans la stabilisation des territoires conquis et la pérennité de l'influence de la Macédoine dans ces régions. L'une des stratégies clés d'Alexandre après sa conquête fut sa politique de fusion des cultures grecques et perses. Il chercha à intégrer les traditions et les dirigeants locaux à son administration, recourant à la diplomatie pour encourager la coopération. De nombreux satrapes gouverneurs perses furent maintenus à leur poste, et Alexandre prit des mesures pour respecter les coutumes locales. Il adopta même certaines pratiques royales perses, comme le port du costume persan et l'encouragement de ses hommes à adopter les coutumes perses, ce qui suscita la controverse parmi ses soldats grecs et macédoniens. Ce mélange des cultures visait à unir les peuples conquis et à stabiliser l'Empire, mais il créa également des tensions entre les composantes macédoniennes et perses de son armée et de son administration. L'Empire, bien que vaste, était difficile à gouverner. Après la mort d'Alexandre en 323 av. J.C., l'absence d'un successeur désigné créa un vide de pouvoir qui provoqua des conflits internes. L'unité instaurée par Alexandre commença à se déliter lorsque ses généraux, les diadoques, se disputèrent le contrôle de diverses parties de l'Empire. Ces guerres de succession, appelées guerres des diadoques, fragmentèrent l'Empire en plusieurs royaumes hellénistiques. Les structures administratives mises en place par Alexandre furent ébranlées par le morcellement des anciens territoires de l'Empire, entraînant une longue période d'instabilité. Sur le plan culturel, les guerres médiques ont laissé un héritage durable. La diffusion de la culture grecque dans les vastes régions conquises par Alexandre, connues sous le nom d'hellénisation, a fondamentalement modifié la composition culturelle du monde antique. Des villes comme Alexandrie, en Égypte, sont devenues des centres d'apprentissage et de culture grecque, et la langue et l'art grec se sont répandus dans les territoires autrefois contrôlés par la Perse. Ce mélange culturel a donné naissance à une fusion unique des traditions orientales et occidentales qui allait influencer l'histoire ultérieure de la Méditerranée et du Proche-Orient pour les siècles à venir. Cependant, les conséquences des guerres médiques ne se limitèrent pas à la conquête territoriale et aux échanges culturels. Elles provoquèrent également des changements significatifs dans la perception du pouvoir. La chute de la Perse, un empire autrefois considéré comme invincible, ébranla la croyance en l'invulnérabilité des grands empires. Le succès macédonien démontra que l'innovation militaire et un leadership fort pouvaient vaincre même les plus grandes puissances. Ce changement de perspective influença le développement des empires futurs, notamment l'Empire romain, qui allait finalement dominer une grande partie de ces territoires. En conclusion, les lendemains des guerres médiques furent une période à la fois de réussite et de bouleversement. L'Empire macédonien, bâti sur la vision et les prouesses militaires d'Alexandre, dut faire face à d'immenses défis pour maintenir son unité et son contrôle sur les régions conquises. Si les politiques d'intégration culturelle d'Alexandre contribuèrent à jeter les bases d'une influence durable en Orient, sa mort prématurée fractura l'Empire. Malgré ces difficultés, l'héritage des guerres médiques continua de façonner le cours de l'histoire,
laissant une empreinte indélébile sur le paysage politique et culturel du monde antique. Après la mort d'Alexandre le Grand, les territoires qu'il avait conquis se retrouvèrent sans chef clair. Personne ne savait vraiment qui allait prendre sa place. Il avait un fils encore très jeune, et ses généraux n'étaient pas d'accord entre eux. Cela créa un grand désordre dans l'Empire. Chacun des anciens chefs d'Alexandre voulait diriger une partie du territoire. Au lieu de rester unis, ils se firent la guerre entre eux pour prendre le pouvoir. Ces conflits affaiblirent l'Empire macédonien. Les régions commencèrent à se séparer, chacune dirigée par un général différent. C'est ainsi que naquirent plusieurs royaumes, comme l'Égypte dirigée par Ptolémée ou la Syrie dirigée par Séleucos. L'unité de l'Empire avait disparu, mais les idées et la culture grecque étaient restées dans ces régions. Malgré cette division, les changements apportés par les conquêtes d'Alexandre continuèrent à influencer la vie des gens dans ces nouveaux royaumes. Les langues, les lois, l'architecture et même les habitudes grecques se répandirent un peu partout. Les écoles et les bibliothèques se développèrent dans les grandes villes. Beaucoup de personnes commencèrent à parler grec, même si ce n'était pas leur langue d'origine. Cela facilita le commerce et les échanges entre les peuples. Les mariages entre personnes de différentes cultures devinrent plus courants, et de nouvelles idées furent partagées. Cela créa une culture mélangée qui enrichit la vie dans ces régions. Mais il y eut aussi des difficultés. Certaines populations ne voulaient pas adopter la culture grecque. Elles préféraient garder leurs anciennes traditions. Dans certaines régions, cela provoqua des tensions et des révoltes contre les nouveaux dirigeants. Certains peuples voyaient les Grecs comme des étrangers venus leur imposer une autre façon de vivre. Il fallait donc beaucoup d'efforts pour garder la paix. Les nouveaux rois de ces royaumes essayèrent de trouver un équilibre entre les coutumes grecques et les traditions locales. Ils savaient que pour rester au pouvoir, ils devaient respecter les croyances et les valeurs des peuples qu'ils gouvernaient. Sur le plan militaire, les anciennes techniques d'Alexandre furent utilisées pendant encore longtemps. Ces stratégies, comme la phalange ou la combinaison entre cavalerie et infanterie, restèrent un modèle pour les armées futures. Les généraux qui avaient combattu avec lui enseignèrent ces méthodes à leurs soldats. Plus tard, d'autres peuples, comme les Romains, apprirent aussi de ces techniques pour améliorer leur propre armée. En ce sens, les guerres médiques laissèrent un héritage militaire durable. L'une des plus grandes conséquences de ces guerres fut de montrer au monde qu'un petit royaume pouvait devenir très puissant. Avant Alexandre, la Perse était considérée comme invincible. Mais la Macédoine prouva qu'avec de bonnes idées, un bon chef et une armée organisée, même les plus grands empires pouvaient être vaincus. Cela changea la manière dont les peuples voyaient le pouvoir. Les chefs ambitieux comprirent que rien n'était impossible avec courage, discipline et stratégie. Cette idée donna naissance à d'autres empires plus tard, qui s'inspirèrent du modèle macédonien. En fin de compte, les guerres médiques ne furent pas seulement une suite de batailles. Elles transformèrent profondément le monde connu de l'époque. Elles changèrent les frontières, les cultures, les croyances et les idées. Même si l'empire d'Alexandre ne dura pas longtemps après sa mort, ce qu'il avait créé ne disparut pas. Son influence continua à vivre dans les villes, dans les livres, dans les langues et dans les cœurs des peuples qui avaient croisé sa route. Les conséquences de ces guerres furent donc très profondes et durables, marquant un tournant important dans l'histoire du monde antique. Philippe II, génie militaire. Philippe II de Macédoine est souvent considéré comme l'un des plus grands esprits militaires du monde antique. Ses réformes et ses stratégies ont transformé la Macédoine, autrefois un royaume relativement modeste, en l'une des puissances les plus puissantes de Grèce. Son règne a ouvert la voie à la conquête de vastes étendues du monde connues par son fils, Alexandre le Grand. Le génie militaire de Philippe s'est illustré non seulement par ses innovations tactiques et ses victoires sur le champ de bataille, mais aussi par sa capacité à s'adapter, à intégrer de nouvelles idées et à restructurer son armée pour en faire l'une des plus redoutables de l'histoire. Sa profonde compréhension de la stratégie et de la psychologie a joué un rôle majeur dans l'essor de la Macédoine. L'une des réalisations les plus remarquables de Philippe fut la réorganisation de l'armée macédonienne, jusque-là composée de forces dispersées et moins efficaces. Philippe comprit qu'une armée forte et soudée ne pouvait se construire uniquement sur la base du nombre.
Sa première grande réforme fut la création d'une armée professionnelle permanente. Avant son règne, de nombreux soldats macédoniens étaient des conscrits ou des guerriers temporaires, mais Philippe fit du service militaire une profession à vie. Il entraîna ses soldats à diverses techniques de combat et s'assura qu'ils étaient bien équipés et constamment prêts au combat. Cette armée professionnelle permit à Philippe de maintenir une présence militaire permanente et de réagir rapidement aux menaces, lui conférant un avantage crucial sur les ennemis qui s'appuyaient sur des forces moins organisées. L'innovation la plus importante de Philippe en matière de tactique militaire fut le développement de la phalange, une formation dense d'infanterie qui armait les soldats de longues lances, appelées saris. Ces lances étaient beaucoup plus longues que la lance hoplite classique, atteignant souvent jusqu'à 5 mètres, permettant aux soldats macédoniens de frapper les ennemis à plus grande distance. La formation en phalange était non seulement efficace au corps à corps, mais constituait également une force de combat plus polyvalente, capable de s'adapter à différentes situations sur le champ de bataille. Les premiers rangs de la formation maniaient les longues lances, tandis que les rangs arrière pouvaient offrir un soutien avec des armes plus courtes ou s'engager dans d'autres actions de combat. Cette formation donnait à l'infanterie macédonienne la capacité de tenir bon même face aux armées les plus puissantes de son époque, y compris les hoplites grecs et leurs tactiques de combat traditionnelles. Un autre élément clé du génie militaire de Philippe était son utilisation de la cavalerie, en particulier de l'élite. Cavalerie de compagnon, la cavalerie avait toujours joué un rôle important dans la guerre, mais sous la direction de Philippe, elle devint une force beaucoup plus organisée et spécialisée. La cavalerie de compagnon était composée des soldats les plus fiables et les plus compétents, souvent issus de familles nobles. Ces cavaliers étaient équipés de lances et entraînés à charger sur les flancs ou à l'arrière des armées ennemies, exploitant les faiblesses des formations ennemies. La rapidité et la détermination de la cavalerie de compagnon en firent un élément crucial des succès militaires de Philippe. La cavalerie pouvait souvent percer les lignes ennemies, créant des ouvertures pour l'infanterie ou poursuivre les ennemis en retraite, garantissant ainsi des victoires complètes. Philippe excellait également à allier diplomatie et stratégie militaire. Si ses prouesses militaires sont souvent marquantes dans l'histoire, il était tout aussi habile à utiliser la diplomatie pour atteindre ses objectifs. Philippe reconnaissait l'importance des alliances, notamment avec d'autres cités, États grecs, et il usait de menaces et de récompenses pour les attirer dans son giron. En scellant des alliances par le mariage, des cadeaux et des promesses de défense mutuelle, Philippe parvint à unifier la Grèce sous la direction macédonienne. Cela lui permit de concentrer ses efforts militaires sur les menaces extérieures, notamment l'Empire perse, sans se soucier des rébellions ou des soulèvements en Grèce même. La victoire militaire la plus célèbre de Philippe fut la bataille de Chéronée en 338 av. JC, où il vainquit une armée grecque combinée menée par Athènes et Thèbes. Cette victoire démontra son talent tactique et son esprit de décision sur le champ de bataille. Philippe utilisa sa cavalerie pour déborder les forces grecques et, malgré son infériorité numérique, son armée perça les lignes ennemies. La bataille de Chéronée consolida la domination de la Macédoine sur la Grèce et ouvrit la voie à la création de la Ligue de Corinthe, une fédération de cités, États grecs sous la direction des Macédoniens. Cette alliance donna à Philippe la puissance politique et militaire nécessaire pour défier l'Empire perse. La vision de Philippe s'étendait au-delà de la Grèce, et il avait déjà commencé à préparer une invasion de la Perse avant son assassinat en 336 av. JC. Ses plans de conquête furent transmis à son fils, Alexandre le Grand, qui allait réaliser ce que Philippe avait entrepris. Cependant, les réformes et innovations militaires mises en œuvre par Philippe furent cruciales pour préparer la Macédoine au défi d'une campagne aussi monumentale. En conclusion, le génie militaire de Philippe II ne résidait pas seulement dans ses victoires sur le champ de bataille, mais aussi dans sa capacité à réformer et à transformer l'armée macédonienne en une force bien organisée et disciplinée, capable d'affronter n'importe quel rival. Sa création de la phalange, le développement de la cavalerie de compagnon et son utilisation stratégique de la diplomatie permirent à la Macédoine de s'imposer dans le monde antique. L'héritage de Philippe en tant que chef militaire fut consolidé par les fondations qu'il posa pour l'Empire macédonien, que son fils Alexandre allait étendre.
Mais c'est sa vision tactique et son leadership qui ouvrirent la voie à l'une des périodes les plus remarquables de l'histoire. La bataille de Chéronée. La bataille de Chéronée, livrée en 338 av. J.C., est l'un des engagements militaires les plus importants de l'histoire de la Grèce antique. Elle marqua l'aboutissement de la campagne de Philippe II visant à établir la domination macédonienne sur le monde grec et mit fin à l'indépendance des cités, États grecs. La bataille opposait l'armée macédonienne, dirigée par le roi Philippe II, à une coalition de forces grecques composée principalement d'Athènes et de Thèbes. Tandis que Philippe était à la pointe de l'armée macédonienne, son fils, Alexandre le Grand, joua un rôle crucial dans cette bataille, qui fut l'un de ses premiers engagements militaires majeurs et préfigura ses futurs succès en tant que général. Le contexte politique et militaire précédant la bataille de Chéronée était celui d'une influence macédonienne croissante en Grèce. Philippe II avait déjà accompli des progrès significatifs dans l'unification des cités, États grecs, souvent divisés par la diplomatie et des victoires militaires. Cependant, Athènes et Thèbes, deux des cités, États les plus puissantes de l'époque, résistaient encore au contrôle macédonien. Philippe avait établi la Ligue de Corinthe en 337 av. J.C., qui unifiait la plupart des États grecs sous la direction macédonienne. Cependant, l'alliance était fragile, les cités, États conservant encore un sentiment d'autonomie. Les tensions atteignirent leur paroxysme lorsque Philippe chercha à réprimer toute résistance subsistante d'Athènes et de Thèbes, ce qui conduisit à l'affrontement décisif de Chéronée. L'armée macédonienne, sous la direction de Philippe, était bien préparée et hautement organisée. Philippe avait déjà transformé l'armée macédonienne en une force professionnelle et disciplinée, avec des innovations telles que la phalange formation et utilisation de la cavalerie d'élite des compagnons. L'infanterie macédonienne, armée de longues sarissses, constituait l'épine dorsale de l'armée de Philippe, et sa capacité à tenir bon face aux formations hoplites plus traditionnelles des cités grecques constituait un avantage considérable. La cavalerie, et en particulier la cavalerie des compagnons, était essentielle pour flanquer les forces ennemies et exploiter les faiblesses de leur formation. Du côté opposé, les forces grecques combinées étaient principalement dirigées par Thèbes et Athènes, bien que leur alliance ne fût pas aussi soudée que celle de l'armée macédonienne. L'armée grecque, bien que redoutable en soi, était moins unie et devait composer avec des divisions internes entre Athènes et Thèbes. Le contingent thébain, dirigé par le célèbre général Pamenès, était l'un des plus redoutables de Grèce, mais il devait se coordonner avec les forces athéniennes, qui avaient leur propre tradition et stratégie militaire. Les hoplites grecs, piliers de leur force, étaient hautement entraînés, mais ils étaient désavantagés face à la phalange macédonienne, supérieure en portée et en discipline. La bataille de Chéronée se déroula dans une plaine près de la ville de Chéronée, en Béotie, un emplacement stratégique soigneusement choisi par Philippe. La bataille commença avec les deux camps en ordre de bataille, et Philippe positionna initialement son armée, le flanc droit appuyé sur les montagnes, tandis que le flanc gauche était ancré près d'une rivière. Les forces macédoniennes, bien que inférieures en nombre, bénéficiaient d'un net avantage tactique et disciplinaire. L'armée de Philippe était une machine bien huilée, tandis que les forces grecques étaient dispersées et manquaient de la cohésion dont jouissaient les Macédoniens. Le génie militaire de Philippe s'exprima pleinement lorsqu'il employa une stratégie qui deviendrait plus tard l'une de ses marques de fabrique, la retraite simulée. Alors que la bataille faisait rage, les forces de Philippe feignirent une faiblesse sur le flanc droit, plaçant l'armée grecque dans une position vulnérable. En avançant pour exploiter cette apparente faiblesse, les Grecs exposèrent leur flanc à la pleine puissance de la cavalerie macédonienne, commandée par nul autre que son fils, Alexandre. La cavalerie des compagnons d'Alexandre perça les lignes grecques, exploitant la brèche créée par la retraite simulée, et attaqua les flancs et l'arrière de l'ennemi, sans protection. Cette manœuvre fut décisive, et les forces macédoniennes prirent rapidement l'avantage. Les forces grecques, malgré leur puissance initiale, furent submergées par la tactique macédonienne. Le contingent thébain combattit vaillamment, mais fut finalement contraint de battre en retraite, et les forces athéniennes, prises au dépourvu par la charge de cavalerie, sombrèrent dans la confusion. La bataille fut une victoire éclatante pour Philippe et la Macédoine,
et marqua la fin de la résistance majeure à la domination macédonienne en Grèce. La défaite des forces grecques à Chéronée assura de facto le contrôle de Philippe sur le monde grec et la Ligue de Corinthe fut consolidée sous la direction macédonienne. La bataille de Chéronée eut de profondes conséquences pour les cités, États grecs. Athènes et Thèbes furent contraintes de reconnaître la suprématie macédonienne, et nombre des cités, États qui avaient jusque-là résisté à l'influence de Philippe passèrent sous son contrôle. Pour Philippe, cette victoire témoignait de son génie militaire et de l'efficacité de ses réformes. Pour Alexandre, elle constitua une première démonstration de son potentiel de chef militaire, faisant preuve d'un courage et d'une habileté remarquables à la tête de la cavalerie des compagnons. Au lendemain de la bataille, l'influence de Philippe sur la Grèce était quasiment incontestée. La victoire de Chéronée assura non seulement la domination macédonienne, mais prépara également le terrain pour la campagne que Philippe projetait contre l'Empire perse, objectif qui serait transmis à Alexandre après l'assassinat de son père. La bataille de Chéronée est souvent considérée comme le moment où la vision de Philippe pour la Macédoine et la Grèce se réalisa pleinement, et elle demeure l'un des moments clés de l'essor de la puissance macédonienne dans le monde entier. La campagne contre les cités grecques. La campagne d'Alexandre le Grand contre les cités grecques marqua un tournant dans la consolidation de son pouvoir et dans son ambition d'établir la suprématie macédonienne sur le monde grec. Après la mort de son père, le roi Philippe II, Alexandre hérita d'un royaume uni sous la domination macédonienne, non sans la résistance de certaines cités, États. Si de nombreuses cités grecques avaient accepté le leadership de Philippe, d'autres, comme Athènes et Thèbes, nourrissaient une animosité persistante et étaient réticentes à se soumettre à la domination macédonienne. Les actions décisives d'Alexandre contre ces cités démontrèrent à la fois son sens militaire et sa détermination à consolider son autorité sur la Grèce. Au début de son règne, Alexandre s'attacha à réprimer toute révolte potentielle au sein des cités grecques. Dès son accession au trône en 336 av. Son premier défi lui vint de la cité, État de Thèbes, bastion de la résistance à la domination macédonienne sous le règne de son père. Thèbes espérait que la mort de Philippe lui offrirait l'occasion de reconquérir son indépendance. Face à l'escalade des tensions entre Thèbes et la Macédoine, Alexandre s'empressa d'écraser toute rébellion avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. En 335 av. Alexandre marcha vers le sud avec son armée et arriva à Thèbes avec une rapidité et une détermination impressionnantes. Thèbes, pourtant puissante cité, État, était surpassé par la puissance des forces macédoniennes. L'approche d'Alexandre fut décisive. Il offrit à Thèbes une chance de se rendre et de rejoindre la Ligue de Corinthe sous la direction des Macédoniens. Mais la cité rejeta cette offre, choisissant plutôt de résister. En réponse, Alexandre assiégea la ville. Ses forces percèrent les défenses de Thèbes et, après une bataille acharnée, la ville fut prise. Thèbes fut dévastée, une grande partie de la ville détruite, et sa population fut tuée ou réduite en esclavage. Cette victoire impitoyable envoya un message clair aux autres cités grecques. La rébellion contre la Macédoine ne serait pas tolérée. La destruction de Thèbes eut des répercussions considérables sur le monde grec. Elle démontra l'intransigeance d'Alexandre en matière de gouvernance et provoqua une onde de choc dans les cités, États. Bien que sévères, les actions d'Alexandre renforcèrent également son autorité et indiquèrent clairement que toute contestation de la domination macédonienne serait réprimée avec une force rapide et écrasante. Au lendemain de la chute de Thèbes, Alexandre s'empressa de consolider son pouvoir en Grèce. Il reprit le contrôle des cités qui hésitaient à accepter pleinement la domination macédonienne et s'assura de leur loyauté par la diplomatie et la pression militaire. La campagne d'Alexandre contre les cités grecques a également mis en lumière son génie militaire et sa réflexion stratégique grandissant. Il comprenait que le contrôle de la Grèce était essentiel à la réussite de ses ambitions plus vastes. Alors qu'il se préparait à envahir l'Empire perse, il avait besoin d'une Grèce stable et unie pour lui fournir ressources, soldats et soutien politique. En réprimant rapidement les rébellions, il s'assura qu'aucune distraction ne viendrait compromettre ses plans d'expansion. Outre l'action militaire, Alexandre employa des stratégies diplomatiques pour s'assurer la loyauté des autres cités, États grecs. Athènes, la plus influente de Grèce, joua un rôle crucial dans sa réussite.
Malgré la destruction de Thèbes, Alexandre chercha à éviter de nouvelles effusions de sang en négociant avec Athènes, s'assurant ainsi de son alignement sur la Macédoine. Athènes avait ses propres raisons d'accepter un accord de paix, principalement la crainte d'une nouvelle agression macédonienne. Sous la direction d'Alexandre, la cité-État fut intégrée à la Ligue de Corinthe, consolidant ainsi la position de la Macédoine comme puissance dominante en Grèce. Cependant, la diplomatie d'Alexandre ne se concentrait pas uniquement sur l'apaisement. Il soulignait également l'importance de l'unité entre les États grecs, notamment au moment où il se préparait à mener un front uni contre la Perse. Sa vision était celle d'une campagne panhellénique qui non seulement apporterait la gloire à la Macédoine, mais aussi renforcerait le sentiment d'unité grecque face à un ennemi commun. À ses yeux, la conquête de la Perse constituerait une mission unificatrice pour le monde grec, et les cités, bien que souvent indépendantes, bénéficieraient d'une victoire commune. Malgré les succès militaires et la réaffirmation de l'autorité macédonienne, les cités grecques ne se soumettaient pas entièrement à la domination d'Alexandre. Une résistance couvait sous la surface et plusieurs cités, États, Athènes en particulier, continuèrent de s'opposer à la domination macédonienne. Néanmoins, la campagne d'Alexandre contre les cités grecques parvint à neutraliser les menaces les plus importantes qui pesaient sur son pouvoir. Ses actions décisives, notamment la suppression brutale de Thèbes, posèrent les bases de l'expansion de l'Empire macédonien et garantissèrent qu'aucune cité, État grec, ne s'opposerait à sa conquête légendaire de la Perse. En conclusion, la campagne d'Alexandre contre les cités grecques fut une étape cruciale dans la consolidation de son pouvoir. Sa stratégie militaire, combinée à son habileté à équilibrer la force et la diplomatie, lui permit de soumettre le monde grec et de créer un front uni pour ses campagnes à venir. La défaite de Thèbes fut particulièrement significative, démontrant la détermination d'Alexandre et envoyant un message fort aux autres cités. Aucune résistance ne serait tolérée. En maintenant un contrôle strict sur la Grèce, Alexandre assura à son empire la force et les ressources nécessaires pour se lancer dans sa campagne monumentale contre l'empire perse, modifiant ainsi le cours de l'histoire. Traversé vers l'Asie. En 334 av. J.C., Alexandre le Grand lança l'une des campagnes militaires les plus importantes de l'histoire en traversant l'Asie. Ce geste audacieux marqua le début de sa conquête de l'Empire perse. L'Hellespont, étroit détroit entre l'Europe et l'Asie, était la porte symbolique de son voyage. Pour Alexandre, ce n'était pas seulement une traversée géographique, mais une déclaration de sa volonté de réaliser l'ambition de son père et d'établir un nouvel ordre. Fort d'une armée bien entraînée et disciplinée, il entendait défier la domination de l'Empire perse, alors le plus puissant empire du monde connu. Auparavant, Alexandre avait consolidé sa position en Grèce, étouffant toute opposition et assurant l'unification des cités, États grecs sous la domination macédonienne. L'Empire perse, qui s'étendait des frontières orientales de la Grèce jusqu'à l'Inde, était depuis longtemps une force dominante, et Alexandre le considérait comme le prochain défi naturel. En traversant l'Hellespont, son armée, bien que bien plus petite que les forces perses, était unie et fortement motivée par le commandement d'Alexandre. Sa première confrontation majeure sur le sol asiatique eut lieu à la bataille du Granique, où les satrapes perses et leurs mercenaires grecs tentèrent de stopper son avancée. Malgré leur infériorité numérique, les forces d'Alexandre l'emportèrent, donnant le ton de ses futurs succès. La victoire du Granique non seulement brisa les défenses perses en Asie mineure, mais consolida également la réputation de génie militaire d'Alexandre. Traversant l'Asie, Alexandre entreprit de démanteler le contrôle perse sur les régions occidentales. Cette campagne allait bientôt s'étendre bien au-delà de l'Asie mineure, modifiant à jamais le cours de l'histoire. À chaque victoire, la légende d'Alexandre grandissait, et son rêve de créer un vaste empire semblait de plus en plus réalisable.